Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Après la fin de Picard, une autre page se tourne dans la franchise avec la dernière saison de Discovery. Et pour quelques fans, la finalité des 10 épisodes qui la composent va s'apparenter sans doute à une délivrance. Mais avant ça, demandons-nous quand même si cette saison 5 commence bien. Engage. It has been a hell of a journey. But everything ends someday. The Discovery is my home, my family. We've always been able to find answers together. Being a part of a crew, being where you need to be, when you need to be, that's Starfleet. Last dance. I shall follow your lead. The greatest treasure in the known galaxy is out there. It's more important than you can imagine. We're on a search for one of the greatest powers ever known. It could be very dangerous in the wrong hands. This clue is the most important thing. We have to keep it safe. Let's fly. My crew, the family I found in Starfleet, we made a pretty good team. Working. Et bien sûr, pour en parler, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite. Il pense déjà connaître tous les plots de la saison et le pire c'est qu'il pourrait bien avoir raison. Et du coup, il souhaite carrément qu'on l'appelle Alex Kurtzman, c'est notre capitaine Manu. Salut Manu. Alors non, j'espère pas. Alors déjà très content de vous retrouver pour ce retour de Discovery, mais surtout pour vous retrouver. Mais j'espère pas avoir deviné les plots. C'est juste j'ai laissé mon esprit vaguer à beaucoup de théories farfelues et Alex Kurtzman pourrait rendre ça possible. Ok, mais tu veux qu'on t'appelle Alex Kurtzman ou... Non, je veux bien qu'il m'appelle, qu'il me donne de l'argent pour lui donner des idées, mais non, sinon non, je préfère pas être associé à cette personne. Ok. Il est soulagé qu'on ne soit pas en direct sur Twitch et ne pas avoir un enregistreur à gérer ce soir, c'est notre revenu à nous, Romain Brami. Jolan Trou, Romain. Hello tout le monde, welcome back. Moi aussi, vraiment très content de vous retrouver, bien plus que je ne l'étais de revoir Discovery. Elle nous avait manqué aussi et on espère qu'elle passera de bons moments devant les nouveaux épisodes de Discovery parce que il faut bien avoir au moins une personne ou deux positive à ce podcast, c'est Marina. Salut Marina. Salut Guigui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je dois dire que je sais pas trop si j'ai passé un bon moment. Ah. Il y avait trop de mouvements de caméra, je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Ok. En tout cas, on aura aussi un journal de bord de Romain Nigita qui nous a envoyé une petite capsule par le subespace qu'on entendra tout à l'heure. Et avant de parler vraiment de Discovery, on va faire un petit point crowdfunding parce que figurez-vous que cette année, on fait encore un événement Star Trek, mais cette fois-ci, ça sera à Metz. Ça sera pour fêter les 15 ans du film Star Trek de J.J. Abrams, celui qui a relancé la franchise en 2009, qu'on l'aime ou pas. On va le projeter lors d'une séance spéciale, donc à Metz en Moselle, le samedi après-midi 21 septembre 2024. Et bien sûr, donc comme précédemment, on va vous préparer tout un tas de surprises et d'animations pour faire un événement Star Trek un peu inoubliable. Donc par exemple, vous pouvez arriver dès 13h, je vous accueillerai et je pourrai vous donner vos contreparties. Il y aura un quiz à 14h bien sûr avec la Belle, parce que souvenez-vous, on a eu une partie où c'était l'équipe de Marina qui gagnait et l'autre où c'était Romain, donc maintenant il faut vraiment départager les deux équipes. Et à 15h, on aura donc la projection du film Star Trek de J.J. Abrams en version originale sous-titrée, qui sera suivie donc de l'enregistrement du podcast d'analyse dans la foulée. Et enfin, on terminera donc l'après-midi avec un tirage au sort de la tombola. Donc le crowdfunding, le financement participatif, ce sera sur KissKissBankBank, mais c'est pas tout de suite. On va le lancer à partir du 30 avril. Donc du coup, je me permets de vous teaser un petit peu pour que le 30 avril, vous soyez vraiment tous au taquet pour déjà prendre vos places à ce moment-là. Clairement, Romain avait profité de mon absence à la deuxième manche du quiz pour gagner. Ah oui, c'est pas là pour arbitrer. C'est clair. Moi, je suis trop déçue. Je me dis, si j'ai perdu, c'est probablement parce que Manu n'était pas là. Donc Manu, j'espère que tu seras là.
Tu n'avais surtout jamais gagné la première manche. Je sais pas d'où ça sort en trichant à gogo. Mais sinon, oui. Enfin bon, c'est pas grave. Manu, l'amiral... C'est moi qui comptais les points, Romain. Tu veux remettre 100 questions ou pas? Non, l'amiral Manu a très bien arbitré la première manche et j'ai hâte que Dieu le Père Manu arbitre la troisième. Tu vas trop loin. J'ai pas cet ego, Marina. Ça sert à rien avec Manu. Par contre, avec moi, tu peux y aller. Moi, c'est vrai que ça me fait plaisir. Vous avez vu qu'il y avait Star Trek Prodigy saison 2 qui est arrivé sur Oko en France. Alors je sais que Manu et Romain, vous n'attendez que la version originale pour la regarder sur Netflix, mais toi Marina, est-ce que tu as regardé Star Trek Prodigy saison 2 ? Mais je dois dire que j'ai partagé ton enthousiasme et j'ai adoré voir ton enthousiasme. Je me suis dit, Guigui est heureux et un Guigui heureux me rend heureuse. Mais j'ai pas eu le temps tout simplement, donc je vais regarder. Mais j'ai beaucoup apprécié cette gaffe incroyable de Paramount. Non, mais qui n'est pas une gaffe, au final. Mais ah bon non, Guigui. Je vous invite tous à écouter le dernier podcast de Guigui sur la question, qui a le double mérite d'être court et d'être concis sur la question, avec Romain Nigita qui a fait une enquête, il a fait ce qu'un bon journaliste doit faire, il a pris son téléphone et il a appelé France 2, et on a toutes les réponses sur ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé, c'est que c'est des deals qui ont été signés à très très longtemps, et que France 2 n'est pas responsable du fait que Paramount Plus a décidé de ne pas diffuser Prodigy, en fait, donc ça s'est fait comme ça s'est fait, quoi. En tout cas, moi, ce que je peux vous confirmer, c'est que cette saison est très réussie à tout point de vue. Je l'ai déjà vue 2 fois, certains épisodes même plus. Et mission accomplie, parce que maintenant, mon fils se met à Star Trek Voyager. Donc vraiment là... Et il est vraiment en attente d'une saison 3. Donc j'espère vraiment que la saison 2 de Prodigy sera un grand succès sur Netflix, parce que visiblement, on attend tous que Netflix reprenne un peu le relais et puisse produire une saison 3 et 4. Quoi. Moi, je tiens quand même à dire que... Alors, j'attends beaucoup cette saison 2, j'attends beaucoup de la voir. Mais je tiens à dire que ça montre l'échec de la volonté de Paramount+. C'est-à-dire que oui, complètement. Le fait d'avoir une cohérence internationale dans leur diffusion, c'est foiré, quoi. C'est foiré parce qu'au final, on voit qu'ils pensent que sur les territoires US, ou les territoires anglophones peut-être avec le Canada, et ils réfléchissent pas qu'ils ont signé des contrats, et ça se trouve, les trucs que les créateurs aimeraient bien qu'ils sortent quand ils veulent, et c'est pas dans leur contrôle, quoi. Ouais, puis ils ont de la chance que ça soit en France, qui est quand même un tout petit pays Star Trek, il faut bien le reconnaître. Ils ont surtout de la chance que France Télévisions les diffusait qu'en VF, en fait. Exactement, qu'en VF pour pas être piraté, et dans un pays où c'est vrai que les chances qu'on le spoil étaient pas énormes, puisque finalement on sait bien que le public potentiel est tout petit, donc faudrait vraiment qu'on soit des connards pour aller spoiler en plus les mecs aux US, ou même ne serait-ce que publier des photos, ce qu'on aurait pu faire. Mais c'est vrai que ça serait... Je vous confirme qu'avec une capture d'écran on peut ruiner la saison. Ouais, c'est ça. Mais ça serait sorti dans un pays plus gros, les UK, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, qui sont des gros pays trekkies. Je pense que ça aurait pu être plus violent, vraiment, vraiment beaucoup plus violent pour le coup. Bon, en tout cas, ce qui est sympa, c'est que ça nous a amené Aaron, qui est un producteur et scénariste de Star Trek Prodigy, qui s'est inscrit sur notre Discord, justement, pour échanger avec nous et puis pour savoir ce qu'on pensait de la saison. Et donc voilà, quelqu'un de très sympathique avec qui on peut discuter de Star Trek Prodigy. Alors, avant de passer vraiment à l'épisode, aux 2 épisodes, parce qu'il y a 2 épisodes dont on va parler aujourd'hui, j'avais interviewé Olivia Luccioni, on parlait de version française, donc là, Olivia Luccioni, qui est la voix française de Michael Burnham, en plus d'être celle de Mariner dans Star Trek Lower Decks. Donc je vous passe cette petite interview que j'avais réalisée déjà il y a quelques mois. Alors la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour parler du crossover entre Lower Decks et Strange New Worlds, puisque tu joues Mariner. Et il faut savoir que tu joues aussi un autre personnage important dans Star Trek. Il s'agit de Michael Burnham, joué par Sonequa Martin Green en VO. Et est-ce que c'est pas trop dur de faire ces 2 personnages qui sont 2 personnages principaux dans Star Trek ? Parce que si on le sait pas, on se rend pas forcément compte que c'est toi qui doubles les 2. Merci déjà, parce que ça veut dire que j'arrive à faire un tant soit peu bien mon travail, puisque vous pouvez pas savoir que c'est la même personne. C'est 2 personnages radicalement opposés. Vraiment, Mariner, elle est complètement fofolle. Elle est imprégnée de Star Trek, elle est imprégnée de tout ça, elle est obligée de suivre le code, elle a pas le choix, donc elle est un peu trublionne, elle est fille d'eux, malgré tout, même si elle essaye de le cacher. Michael Burnham, c'est encore autre chose, on est plus dans la rigueur, on est plus chez les Vulcains, quand même, malgré tout, donc elle a ce côté un peu plus droit, un peu plus strict, un peu plus soft, je la fais parce qu'elle le fait à l'écran, un peu plus concentrée, un peu plus posée, un peu plus maîtresse d'école, je voudrais dire.
Mais c'est quand même 2 personnalités radicalement différentes, donc inconsciemment, je pense que ma voix se positionne aussi autrement quand je les vois à l'image. Alors, je trouve que ta prestation rend le personnage sympathique, mais il s'avère que Michael Burnham est un personnage qui a le don d'énerver une certaine partie des fans du fait de son écriture. Alors, qu'est-ce que ça t'évoque ? Je peux comprendre. De toute façon, on n'est pas là pour plaire à tout le monde et on n'est pas là pour aimer tout le monde. Mais je peux comprendre. Elle est tellement rigoureuse dans ce qu'elle fait. Et puis, le démarrage de la série Discovery, franchement, voilà, on n'a pas forcément envie de l'aimer au départ quand elle débarque. Elle est trop stricte, elle est trop rigide. C'est un côté un peu saoulant, même moi. Et puis, finalement, on se rend compte que y a quand même plein de choses au fond de son petit cœur. C'est une petite bête apeurée. Donc, faut aller gratter, faut aller chercher. Et puis finalement, c'est quelqu'un d'attachant, je trouve. Et du coup, avec la saison 5 de Discovery, qui est donc la dernière saison, c'est une page qui se tourne. Est-ce que tu as des regrets, toi, par exemple, des choses que tu aurais aimé plus développer dans le personnage ? Franchement, oui. J'aurais aimé développer plus de choses dans le personnage et puis j'aurais aimé développer plus de choses dans ses rapports avec les autres. Et notamment dans ses rapports avec son frère, qu'on a hélas pas beaucoup vu. À mon sens, on l'a vu que très peu parce qu'il y a eu cette histoire de bond dans le temps, donc forcément on le perd et on perd les autres. Et c'est dommage parce que je pense que ça aurait été très sympa quand même qu'on continue de développer ça. Ah mais c'est pas perdu, ça pourrait peut-être arriver un jour dans une future saison de Strange Worlds. Qui sait ? Merci beaucoup Olivia. Merci à toi. Voilà, on est de retour pour un tour de table sans spoiler pour parler des 2 premiers épisodes de Discovery, saison 5. Manu, qu'as-tu pensé de ces épisodes ? Rien de très bien, figure-toi. Alors, c'est pas nul. Je trouve que l'histoire est nulle à chier, mais je trouve que dans la fabrication, dans le fait qu'on soit avec à la 5e saison d'un casting qu'on commence à connaître et qu'on apprécie, parce que comme nous l'a fait remarquer Marie-Paul plusieurs fois sur le Discord, au moins c'est le mérite d'être le casting le plus divers, que ce soit dans le casting ou dans les personnages. Mais on a souvent critiqué les problèmes d'écriture de Discovery, et j'ai l'impression qu'ils les ont tous mis dans les 2 premiers, et ils se sont dit on mélange, et puis regardez, on continue. Et ça me déçoit beaucoup d'une dernière saison en fait, parce que je m'attendais à quelque chose de plus posé, de plus trekien, et là j'ai regardé 2 heures d'un épisode qui va être étiré sur une saison, alors que c'est un remake d'un épisode de Next Generation, quoi. Donc et puis en plus il y a des touches Star Wars que j'aime pas dedans, mais les mauvaises touches Star Wars, on dirait. Oui, carrément. Et du coup, ça m'a un peu saoulé. Par contre, ça m'a beaucoup fait rire de théoriser, parce que, comme je le disais en intro, ils peuvent vraiment tout faire, les pires trucs, et il y en a certains, on peut les sentir venir en fait. Et toi, Romain ? Moi, déjà avant retrouver Star Trek Discovery, je me suis rendu compte que c'est une série que, quand même, je suis obligé de le reconnaître, qui me manque pas du tout. En fait, quand elle est pas à l'antenne et quand elle revient, j'en ai un peu rien à foutre. C'est vrai qu'on l'a pas eu pendant 2 ans, là. Ouais, on en avait pas eu pendant 2 ans, ça m'a pas beaucoup manqué. Je n'ai pas ressenti la moindre émotion quand j'ai revu les personnages revenir les uns après les autres, y compris des personnages que j'aimais bien initialement, comme Book ou Saru, tous ces gens, ou Stamets, ou le Dr Culbert, etc. Je me suis rendu compte dans certaines scènes quand même que ça sera la première série où on sera arrivé à la dernière saison, et il y a encore des membres d'équipage de la passerelle dont je ne suis absolument incapable de citer le nom et de savoir même quel est leur rang. Je m'excuse auprès de cet acteur asiatique qui a l'air très sympathique et membre de la passerelle, mais quand je l'ai vu, je me suis dit ah oui, ce personnage existe, tu vois, j'en suis là quand même. Et pour le reste, les 2 épisodes, j'ai trouvé ça complètement nul. Je suis mais vraiment complètement nul. Il y a 2 trucs que je dirais peut-être un petit peu plus tard. Il y a un truc sur les effets spéciaux que j'ai trouvé très cool, et il y a un nouveau personnage qui apparaît dans la série que j'ai personnellement beaucoup aimé. C'est pour moi la grande réussite de ces 2 épisodes. Et tout le reste, j'ai trouvé ça complètement naze. Ok, et toi, Marina ? Écoute, j'ai découvert aujourd'hui, à 11h, quand tu m'as appelé, que les épisodes étaient disponibles. Donc, pour te dire à quel point j'attendais le retour des Discovery. Je savais qu'on allait enregistrer des podcasts à un moment, mais bon, voilà. Pour moi, c'était dans un futur lointain, et j'ai eu ton appel, j'ai eu les messages de Marie-Paul disant « Marina, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu réponds pas ?» Et j'ai regardé en me disant, j'ai lancé le générique et je me suis dit « Allez, ça y est, t'inquiète pas, tu vas aimer. Saison 5, ils ont lancé leur truc, c'est bon. » Et figurez-vous qu'à un moment, je me suis dit, Lorca va revenir. Enfin, vous voyez, je vis dans l'espoir que Lorca revienne. Je sais, Manu, je suis amoureuse et c'est sans espoir. T'as le droit, hein. Et à la rigueur, je serais même pas mécontent que Lorca revienne à ce niveau. Hein. Et franchement, là, je le prends. Voilà, l'épisode a commencé, puis je me suis dit non, Guigui va me tuer. Parce que je vais commencer à avoir j'ai vu les mêmes références que Manu, Star Wars, mais j'ai vu Naboo, j'ai vu La Menace Fantôme, j'ai tout vu, sauf du Star Trek.
J'ai bien aimé la scène dans l'espace. C'était super cool que Burnham soit dans l'espace pendant le saut, la distorsion. Super, mais so what? C'est une scène qui est là pour être cool. Ouais, et du coup, c'est cool. C'est bien, elle fait son taf les 30 secondes de la scène, quoi. C'est cool, mais sans plus. En plus, elle parle de qu'elle va louper son cours de saxo. Enfin, ouais, pas drôle. T'aimes pas le saxophone, Marina? Non, voilà. Et en plus, alors, j'ai pas arrêté de penser à toi, Guigui, parce que je me suis dit, il va me tuer. Je voyais des références partout à toutes les séries, mais pas dans le bon sens. C'était jamais en faveur de Discovery. Et surtout, je voyais les jeux du réalisateur qui arrêtait pas de faire pivoter sa caméra à droite, à gauche, tout. J'avais le tournis et j'ai pensé à toi, Guigui. Je me suis dit, le pauvre, il doit être en train de s'arracher le peu de cheveux qui lui reste pendant l'épisode. Kuba. Mais non, mais sérieusement, la caméra, elle tournait dans tous les sens. Mais sans raison, ils sont à bord du vaisseau, la caméra elle fait un 180 degrés et on sait pas pourquoi. Donc Guigui, j'ai compati. Je t'assure, je pensais à toi à chaque plan. Je suis très déçue de ces retours. Je suis très déçue que entre toutes les séries, je suis désolée, Discovery a pas le droit de jouer la touche nostalgique d'une certaine série, dont honnêtement je me souvenais même pas de l'épisode. Auquel il a fait référence. On va reparler dans la zone spoiler. Mais voilà, juste grosse déception. Et pourtant, quand tu m'as dit qu'il fallait le regarder pour ce soir, je t'assure que je me suis mise à la tâche, mais c'était compliqué. Ok, bon, alors je vais peut-être vous surprendre, mais là du coup je vais être un peu seul contre tous et toutes parce que moi j'ai plutôt bien aimé en vrai. Alors déjà, je vais rebondir directement sur la réalisation donc de Lotandu Samni, où en général, effectivement, c'est un réalisateur que j'appréhende parce que, effectivement, je l'ai souvent critiqué dans les saisons précédentes parce que je trouve que sa caméra, elle virevolte vraiment partout et des fois sans aucun sens, narratif en tout cas. Et là, ici, comme le premier épisode est vraiment très très porté sur l'action, j'ai trouvé que finalement ça marchait plutôt bien, que c'était plutôt cohérent et du coup, j'avais pas grand-chose à lui reprocher et rien que ça, déjà, moi ça m'a déjà soulagé d'une appréhension, quoi. Et je trouve qu'effectivement, vous avez bien exprimé le contre-coup qu'on a des saisons passées où, effectivement, on a été saoulé de plein de choses et que maintenant, même si les épisodes... Alors, quand je dis que j'ai bien aimé, entendons-nous bien, hein, j'ai bien aimé sans plus, quoi. J'ai pas adoré. Si je compare avec la saison 2 de Star Trek Prodigy que j'ai bingé en une journée, même pas, il y avait 20 épisodes, je les ai tous regardés d'affilée, quoi. Je pouvais pas m'arrêter tellement je kiffais. Là, pour ce Discovery, c'était juste ok. Donc voilà. Donc moi, je trouve que vous êtes un petit peu dur avec les épisodes, mais je comprends, hein, comme je dis, hein, c'est un contre-coup. Quand on arrive à la dernière saison et qu'on n'a toujours pas de connexion qui s'est fait avec les personnages, et puis qu'on nous ressort des tropes déjà vus, effectivement, une belle réalisation, des beaux effets spéciaux, de l'action réussie, forcément, ça suffit pas, surtout si on attend autre chose. Moi, j'en suis au stade où j'attends plus grand-chose. J'ai compris que Discovery, c'était de l'aventure, de l'action, point. Donc du coup, j'en attends pas plus. Et c'est ce qu'elle m'a donné là. J'ai trouvé que c'était réussi. Et du coup, ça me convient. Même si j'ai toujours des trucs à reprocher aux deux épisodes, dans la façon trekkienne de gérer les choses, moi je trouve que ces choses énervantes sont moins présentes et moins énervantes de base. Parce que tout un tas de trucs, hein, Michael Burnham est un capitaine. Je trouve que les choses sont à peu près à leur place au niveau des personnages. Il y a des équilibres qui se sont trouvés aussi bien entre les personnages qui sont pas si nombreux que ça. Et d'ailleurs, finalement, Romain, tu me parlais des personnages de la passerelle. Les personnages de la passerelle, il faut qu'on accepte que c'est que des figurants, hein. Ça sera jamais des personnages. Et d'ailleurs, ça se voit dans la promotion, ils sont jamais mis en avant. Les seuls personnages mis en avant, c'est Michael, c'est Saru, c'est Book, et c'est Culbert et Stamets un petit peu à dire, et c'est tout, quoi. Et en vrai, c'est Michael Burnham, le personnage principal, et ça s'arrête quasiment là, quoi. Donc voilà, moi j'ai été plutôt content. J'en parlais tout à l'heure sur notre Discord, justement, les personnes... non, sur Twitter peut-être. Les personnages, et leurs relations, c'est le truc que je sauverais, parce que, justement, Stamets, Culbert, là, ça fait que teaser des trucs, mais t'as le passif qui a été plutôt bien développé, moi je trouvais, dans les dernières saisons, en tout cas, en plus. Et là, du coup, il y a des nouveaux enjeux pour les personnages personnels que tu commences juste à teaser, donc ça va pas très loin, mais ça fonctionne, et même Book Michael, je trouve que ça fonctionne bien. Même Book Culbert, souviens-toi comment c'était relou. C'était relou les saisons précédentes, et en fait là on se rend compte que les états d'âme des personnages ne sont pas étalés n'importe comment et n'importe quand dans le récit, et rien que ça, ça soulage aussi pas mal de choses. Et pour moi le problème c'est juste tout le reste en fait. C'est-à-dire que tout à l'heure je parlais du cool, de la scène elle est cool dans l'espace, mais en fait j'ai vraiment l'impression que c'est un ensemble de
trucs qui sont mis là pour être cool. Et d'ailleurs, il y a pour moi, ils passent totalement à côté de ce qui fonctionnait avec Lower Decks. J'ai l'impression qu'ils essayaient de reproduire certains trucs de Lower Decks dans Discovery, mais sans y arriver. Genre, on te met un tribule à un moment assez cool, il y a un tribule. Dans le décor, à un moment qui se promène, c'est ça ? Des self-stealing stem bolts, là, enfin, c'est le truc le running gag de Deep Space Nine qu'on a déjà revu dans le World X depuis, enfin, juste pour la référence, pour dire, ah, c'est cool, il y a la ref, tu vois. Mais à côté de ça, et c'est pareil, la réflexion que tu disais, Marina, de Michael J'ai mon cours de saxophone, c'est juste pour qu'elle ait l'air cool à dire ça, tu vois. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a aucun import narratif. Et les deux nouveaux personnages, les deux méchants, pour moi, on a parlé de Star Wars, mais on passera peut-être un peu plus en spoiler tout à l'heure. Mais c'est Baylan et Shinati de Ahsoka, en fait. Ils sont là parce qu'ils sont cool. Et dans Ahsoka, spoiler alert, ça ne donne rien. Il se passe rien avec les personnages. Il se passe rien dans la saison de toute façon. Là, c'est pareil en fait, il se passe pas grand chose. Ils sont là, c'est Bonnie and Clyde en fait. Moi, je trouvais qu'il avait vraiment du charisme autant j'étais pas fan de la jeune blonde, autant je trouvais que Baylan avait vraiment du charisme dans Ahsoka. Là, le mec avec son masque, qui d'ailleurs sera peut-être un twist au final, parce que faudrait peut-être rentrer dans la zone spoiler d'ailleurs, non Guigui, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, on va rentrer dans la zone spoiler, mais avant ça, je voulais juste préciser que j'ai remarqué que la série a été 4e dans le top 10 de Paramount Plus en France. Derrière les spin-offs merdiques de Walking Dead et derrière Halo qui est pas terrible non plus. Donc voilà, alors, moi je trouve que c'est pas mérité. Tu parles de deux trucs qui vendent vachement, c'est vraiment pas comparable en fait avec Star Trek en France. Hein. Ah bah c'est clair. C'est pas sûr de la qualité de la série dans tous les cas en vrai. Ah oui, non mais c'est clair, mais parce que moi j'ai regardé quand même le spin-off Daryl de Walking Dead pour rigoler parce que ça se passe en France. Ouais, c'est vraiment nul. Hein. Mais là en plus celui sur Rick il vient de commencer, genre la semaine dernière je crois, donc c'est normal que ce soit dans les tops. Exact. Puis t'as zéro promo quoi, t'as de la promo en ce moment Paramount, ils font de la promo pour une nouvelle série qu'ils ont avec Ewan McGregor si je dis pas de bêtises, c'est ça ou je sais pas, mais en tout cas ils font beaucoup de promos pour Halo. La saison 2 de Halo je crois, mais c'est tout. Star Trek ils ont quasiment pas fait de promo. Hein. Ouais, c'est à peine si j'ai c'est pas moi qui ai dit au community manager de Paramount Plus. Et au fait vous savez la dernière saison de Star Trek Discovery, ce serait quand même pas mal d'en parler parce que bon, et parce que Paramount Plus US fait une promo tout ce qui est plus normal, alors qu'en France c'est à peine s'ils oublient pas qu'ils ont ça dans le catalogue. De toute façon, on y reviendra peut-être pas dans cet épisode, mais il faut rappeler que Paramount est dans une situation extrêmement difficile en ce moment. Il y a une rumeur de rachat à peu près toutes les 24 heures qui change en plus, donc de toute façon voilà quoi, on n'est pas dans une période faste pour Paramount et Star Trek le subit. Il y a eu d'ailleurs une interview qui était pas mal de j'allais dire J.J. Abrams, de Alex Kurtzman sur le futur de Star Trek dans Variety, mais ils attendent de voir en fait. Mais tu sens que c'est wait and see quoi, vraiment voilà quoi, tu sens qu'il y a aucun projet majeur qui vont être lancés à très court terme. J'ai beaucoup aimé je sais pas si c'est Trekcore ou Paramount ou je sais pas, au 1er avril qui a dit après 15 ans d'attente, Paramount annule Star Trek 4 et Star Trek 5. Ouais, c'était le seul poisson d'avril qui m'a fait rire cette année, tout à fait. En tout cas, c'est le moment de passer dans la zone spoiler. Red alert! Le Romulien était le docteur Velek, un des plus grands scientifiques de son époque. Il était présent quand un capitaine de Starfleet, Jean-Luc Picard, a trouvé un message laissé par une race très ancienne. Nous les avons appelés les progéniteurs. Ils ont créé la vie telle qu'on la connaît. C'est-à-dire ? Vous, moi, Saru, toutes les espèces humanoïdes de la galaxie. Il y a quelques milliers d'années, on les aurait appelés des dieux. On ne sait comment le docteur Velek a trouvé leur technologie, ou du moins ce qui leur a servi à créer et à développer la vie. Quand il est mort il y a 800 ans, la localisation de cette technologie a disparu avec lui. Mais maintenant, Maul et Lak savent où la trouver. Ou alors, le journal est la première pièce du puzzle. Dans tous les cas, nous devons la trouver avant eux. Je n'ose imaginer l'utilisation d'une pareille technologie aussi puissante entre de mauvaises mains. Warning. Donc l'épisode 1 de la saison 5 qui s'appelle La Directive Rouge, qui est écrit par Michel Paradise et réalisé par Alontendu Hansen-Sanmi. Donc on voit le capitaine Berman et l'USS Discovery qui vont être envoyés pour récupérer un mystérieux navire romulien perdu et vieux de 800 ans environ,
avec un artefact qui est convoité par Kovic, et ce qui va conduire à une course-poursuite à travers tout l'épisode. Et en fait, on commence par un truc qui, moi, m'énerve profondément. C'est dans le pré-générique, c'est une scène en flash-forward totalement inutile, où en fait, on voit Michael Burnham dans la fameuse scène d'action qui fait cool, dont tu parlais, Manu, tout à l'heure. Et en fait, ça m'énerve parce que c'est une scène d'action qui nous est montrée là, juste parce qu'en fait, ils n'ont pas confiance dans leur récit, donc ils se disent, tiens, on va mettre la super scène d'action, le money shot, on va le mettre au début. Exactement. On va le mettre le money shot au début, et alors qu'en fait, c'était pas utile, parce qu'en fait, quand on fait une scène de flash forward, en général, c'est pour nous montrer qu'il y a un autre point de vue, il y a un élément qui va changer quelque chose dans le récit, dans la perception qu'on a vue des scènes là. Or là, non, c'est juste gratuit. C'est juste gratuit, c'est juste on reprend la même scène et on la met au début. Et puis on la reverra d'ailleurs plus tard, quoi. Donc ça veut bien dire qu'ils n'ont pas confiance dans leur récit, dans leur scénario. Et ça, c'est un truc qui m'énerve parce que finalement, au début, on commence par une espèce de réunion, un peu un dîner apéritif, je sais pas comment dire, un cocktail. Voilà, il y a une sorte de soirée cocktail qui nous permet de faire un passement en revue de tous les statu quo de tous les personnages, et ça je trouvais que c'était plutôt bien. Ça aurait été vraiment bien directement de commencer par là, même quoi. De la fédération, en mode c'est le millénaire, c'est la fête, il y a ça, il se passe ça. Ouais, ça fait 1000 ans que la fédération a été créée à peu près. On comprend qu'il s'est passé plusieurs mois depuis la saison 4, que Tilly enseigne toujours à l'académie, que Culbert, Stamets et Adira forment toujours une jolie petite famille, que Book lui paye sa dette à la fédération, et Saru va se voir offrir un poste d'ambassadeur, donc un poste très important pour sa vie personnelle. Et Burnham, elle a l'air quand même d'être un peu plus sage qu'auparavant, et ça, je trouvais ça plutôt cool. C'est vrai que l'actrice est toujours un petit peu too much, mais moi je trouve que son jeu là fonctionnait plutôt bien. Déjà, il y a un premier problème par rapport à ce que tu dis, c'est que, en fait, si tu réfléchis bien, la dernière saison aurait pu quasiment être un season finale, c'est-à-dire que ça concluait vraiment beaucoup d'arcs de personnages. Même Saru, tu vois, le fait qu'il t'explique que là, il va changer de vie et j'avance un peu dans le récit, mais se marier probablement avec l'ambassadrice Vulcaine, etc. Finalement, c'est pas des choses qu'on avait besoin de dire, c'était des choses qui semblaient assez évidentes à la fin de la dernière saison. Et moi, déjà, ils ont fait un truc que je déteste, c'est que, et ça vaut pour Book, c'est pour ça que je voulais qu'on passe dans la zone spoiler avant d'en parler par rapport à ce que disait Manu, c'est que tu fais des grandes avancées pour tes personnages, tu décides vraiment de les faire se mettre en danger jusqu'à un point qui est quasiment irréversible, et au premier épisode de la saison suivante, tu rebootes tout. Tout a été rebooté, c'est-à-dire que Book revient pour un prétexte qui est complètement naze, mais vraiment naze. On aura l'occasion d'en reparler. Saru, yes, I'm going to do one last mission, tu vois. Bon, ok. Bon, là, pour le coup, ils ont l'air à la fin de l'épisode 2, c'est l'épilogue. Ça laisse entendre que c'est possible. Tilly revient, alors que bon, bah voilà, ils expliquent même pas vraiment pourquoi elle revient. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais si, elle l'explique. Si, c'est Michael qui lui demande d'enquêter pour elle, et c'est la raison de sa présence, quoi. C'est Saru qui suggère d'utiliser quelqu'un qui est plus dans la hiérarchie du Discovery, c'est pour ça. Oui, d'accord. C'est fallacieux, okay, mais c'est plus logique que Book. Mais pourquoi elle était dans le cocktail et tout ça, enfin pourquoi elle est parce que ils sont potes, voilà. Ils sont toujours potes. C'est le QG de la fédération. Et enfin voilà, et moi c'est ça déjà qui m'a gêné pour commencer, c'est qu'ils ont complètement rebooté déjà la saison dernière, donc quasiment tous les enjeux de la saison dernière ont été mis sous le tapis. Bon, il y a quand même le truc entre Burnham et Book où ils se disent bon ouais, est-ce qu'on peut s'aimer comme avant, blablabla, est-ce que de l'eau a coulé sous les ponts, machin. Ouais, enfin comme d'habitude avec c'est l'actrice de moi c'est ce que je lui reproche à chaque fois, hein, c'est que c'est une bonne actrice. Je suis sûr qu'elle peut être très bien si elle est bien dirigée et tout. Mais quand elle est heureuse, elle est trop heureuse. Quand elle est triste, elle est trop triste. Quand elle est en colère, elle est trop en colère. Et c'est vraiment un truc qui m'insupporte chez elle, en fait. C'est que c'est jamais juste, en fait. C'est toujours trop. Pourtant, t'aimes bien William Shatner. Shatner est beaucoup plus subtil. Ouais. Shatner est beaucoup plus subtil que ça. Alors là vraiment, je le prends Shatner dans les films, Shatner dans la série, je serais d'accord avec Guigui. Mais Shatner dans les films, ouais. Shatner dans les films, ouais, pas dans la série. Elle est 69, hein. Elle a un siècle bientôt, mais voilà quoi. Juste pour dire, moi ça me dérange absolument pas parce que j'ai pas aimé la saison précédente, donc moi ça me dérange pas justement qu'ils rebootent et qu'ils refassent autre chose, tu vois. Mettre la poussière sous le tapis à ce niveau-là, moi ça me gêne pas. Ouais, mais en sachant qu'ils ont pas, enfin que c'est le même showrunner et tout, je trouve ça très fainéant quoi. Mais bon, voilà quoi. Bon, au moins cette fois on sait que c'est vraiment la dernière saison, donc il y aura pas de surprise en tout cas. Mais c'est peut-être aussi pour ça que moi je prends les choses un peu bien. Déjà il y aura que 10 épisodes, on est sûr que c'est la dernière saison.
On sait qu'ils ont retourné des épisodes. Alors au début, j'avais pas bien compris. Moi, je pensais que c'était des épisodes supplémentaires parce qu'ils avaient déjà parlé de 10 épisodes et ils ont parlé de 3 épisodes retournés. Et en fait, d'après ce que j'ai... Alors du coup, moi j'imaginais 13 épisodes en tout. En fait, non, il faut comprendre visiblement qu'ils ont refait les 3 derniers, quoi. Alors moi j'ai lu une interview de Michel Paradise. En fait, ils ont eu un budget supplémentaire pour tourner des scènes supplémentaires. Ça, c'est très Star Warsien pour le coup. Manu aussi, c'est très les derniers Star Wars. On leur a accordé une rallonge pour qu'ils puissent modifier des éléments du scénario et se donner une vraie conclusion. Ouais. Voilà, donc possiblement, c'est comme moi, je sais plus, j'avais cette idée de 3 épisodes. Possiblement, ouais, c'est quelque chose qui doit radicalement changer la teneur de ces 3 derniers épisodes, quoi, pour que ce soit une vraie conclusion. Du coup, en fait, après cette fameuse réception, il y a Ekovitch en fait qui chope un peu Michael sur le côté pour lui confier une mission directive rouge. Donc on apprend ce terme, on ne sait pas trop à quoi il correspond, si ce n'est que c'est un truc super grave, super important. Donc il faut retrouver donc un vieux vaisseau romulien perdu depuis 800 ans dans lequel se trouve un truc essentiel à récupérer. Et donc on va faire après, donc quelques scènes plus tard, la connaissance d'un couple de truands de l'espace qui lui va récupérer cet asset convoité et qu'on va avoir donc cette fameuse course-poursuite que j'ai trouvée donc assez classe. Donc Manu, tu disais que c'était une scène qui était là pour être cool. Et ben elle est cool. Du coup, elle fait le job. Et du coup, moi, ça me va très bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé cette histoire de Michael qui est sur le toit d'un vaisseau en pleine distorsion. Alors déjà, ça c'était sympa parce que visuellement c'était joli, mais surtout après il y a le vaisseau l'Antares qui arrive et qui crée justement un conflit avec Michael sur la chose à faire, c'est-à-dire qu'ils doivent faire un choix entre risquer de tout péter parce que l'Antares il chope le vaisseau qu'ils essaient d'attraper avec un rayon tracteur en pleine distorsion, ça pose des problèmes et du coup Burnham elle doit dire non mais là, lâche l'affaire, on va les choper autrement parce que là tu vas tous nous tuer quoi. Et j'ai trouvé que il y avait de la tension, ça marchait bien, etc. Et en plus de ça, un autre truc super ludique que j'ai bien aimé, c'est que quand le vaisseau justement sort de la distorsion, il jette des espèces de drones qui partent, une vingtaine de drones qui partent en distorsion un peu partout ailleurs. Donc du coup, on a une vingtaine de signatures de distorsion et du coup, on ne sait pas où ils sont allés. Bah ça, c'est un truc que j'ai trouvé très très cool. Ouais, mais c'est tiré de Star Wars, dans l'Empire contre-attaque. Quoi, il y a ça dans Star Wars ? Dans l'Empire contre-attaque, au début. Tu sais, quand les petits drones cherchent la base des rebelles au début de l'Empire contre-attaque. Ouais, mais là, c'est pas vraiment des drones, c'est en fait des contre-mesures, en fait. Ça te laisse penser que y a 20 chemins. Mais le problème, c'est pas ça. La scène, c'est cool, mais la résolution avec Book est nulle. Est complètement nulle. C'est-à-dire que les mecs ont fait 40 trucs, donc c'est ça, pour le coup, en effet, j'ai trouvé que c'était une super idée. C'était nouveau dans Star Trek, qui est des contre-mesures de distorsion warp, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, bonne idée. Comme d'habitude, 10 minutes plus tard, c'est ruiné parce que t'as Book qui arrive, mais littéralement en 5 secondes. En 5 secondes, il fait ouais, alors ils iront pas dans la fédération, tac, 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 tac. Ah ouais, ok, c'est là. Book, c'est un data analyst en fait. Et les mecs, ils avaient pas l'algo pour trouver où il allait. Et du coup, ils ont appelé Book. Mais vraiment, la raison la plus fallacieuse du monde, quoi. Ça non, mais c'est horrible. Et tu sais, ça rajoute à ce sentiment aussi, qui est ce gros problème qu'ils ont avec Disco depuis le début. Et ça vaut quand même, dans toute l'ère du New Trek, cette impression qu'il y a 50 personnes vivantes dans l'univers, si tu veux, quoi. Que vraiment, tu vois, ils sont 100 ou 150 et que tout le monde connaît tout le monde. Ah, je suis Book. Et en plus, avec ce twist qui est vraiment... Alors là, vraiment, dans l'épisode 2, je suis désolé Guigui, on va pas dans l'ordre, mais c'est quand même des choses qui sont très liées à mon avis. Le twist où tu te rends compte qu'en fait, c'est quasiment ça, la sœur de Book, parce qu'ils ont eu le même père et tout. Enfin, vraiment, tu te dis, mais c'est horrible, c'est horrible. C'est horrible, on parle de l'univers maintenant, on parle même plus. Enfin, tu vois, déjà, ça serait dans ta ville, ça serait déjà ridicule. Mais là, on parle à l'échelle de l'univers, en fait. Moi, ma ville, il y a 10 000 habitants, donc c'est possible. Oui, puis vous êtes tous cousins, mais au-delà de ça, tu vois, c'était insupportable, quoi. Moi, c'est le genre de scène où vraiment, tu me dis, les mecs me prennent pour un débile profond, en fait, quoi. Non, mais surtout qu'en plus, tu vas avoir Book qui est appelé pour ça, et puis après, il y a un autre truc, et du coup, faut appeler Tilly pour ça, et puis après, un autre truc, et du coup, ça va être Saru qui va être utilisé pour la mission. Et en fait, c'est que du prétexte. Et pour moi, ça a vrillé à un truc que t'as dit tout au début, en fait, Guigui. Le postulat de base. Le postulat de base n'a aucun sens. La Red Directive appliquée au Discovery, où on va leur dire... On vous dit, les gars, à vous, l'équipage le plus mutin de l'histoire de la Fédération, faites cette mission, on vous dit pas pourquoi.
ça va bien se passer. Forcément, ça va bien se passer. Et en fait, ça n'a aucun sens. Mais si t'enlèves ça, il y a plus d'intrigue derrière. Parce que la moitié des épisodes, ça va être d'essayer de contourner les trucs pour trouver des informations. Et c'est juste de la débilité génératrice d'action, mais ça n'a pas de sens, en fait. Ça, c'est que pour le premier épisode, ça. Mais attendez, est-ce qu'on peut parler de la manière dont la Red Directive a été introduite? On se serait cru dans Y a-t-il un pilote dans l'avion? Je suis désolée, mais franchement, c'était d'un kitsch, mais incroyable, quoi. Ils étaient là. Non, c'est la Red Directive. Ah oui, ok. on va devoir partir en mission sans rien argumenter. On est obligé de le faire. Mais ça faisait tellement. Fermez les micro-ondes, on doit partir tout de suite. C'est parti. Ah non, mais cette Red Directive, c'était mal joué. C'était tout ce qu'on veut. Après Book, qu'il soit là, que ce soit la seule personne qu'ils connaissent dans l'univers. On a vu plein de séries comme ça. Ils rencontrent toujours la même personne. Il y a une personne par habitant sur chaque planète. Voilà. Mais le coup de la Red Directive, j'ai vraiment cru à une parodie de. En tout cas, Book, lui, il connaît des gens que les gens de Starfleet ou de la Fédération ne connaissent pas. Donc, c'est bien une preuve que tout le monde ne connaît pas tout le monde et qu'il y en a certaines qui ont justement cette valeur ajoutée du fait du métier qu'ils ont exercé. Parce que c'est ça qu'ils mettent en avant. Donc, c'est un peu tiré par les cheveux peut-être, mais je trouve que la façon dont ils l'ont présenté, ça va. Je suis désolé, mais la Fédération, elle a pas un système d'espions quelque part. On sait que si. La section 31. Le niveau de renseignement de la Fédération, s'ils sont obligés d'appeler Book pour savoir comment réfléchissent les coursiers, non, en fait, non. En sachant que David Cronenberg, c'est tout. C'est-à-dire que je crois que c'est à la fin du deuxième épisode, il fait une vanne à Michael parce que en fait tout ce qu'elle a fait en cachette, ce qu'elle pensait avoir fait en cachette. Oui, alors tu avais envoyé Tilly, machin, je le savais. Enfin, tu vois, le mec c'est tout, mais ça il savait pas par contre, tu vois. Enfin, poursuivre les deux Gugus là dans leur vaisseau, ça il peut pas. C'est peut-être ses lunettes qui sont mal réglées, ces lunettes du futur. Mais c'est vrai qu'on connaît pas l'état de la Fédération de Starfleet dans cette époque-là. Effectivement, peut-être qu'ils ont pas des espions partout et que là ils se remettent tout doucement de ce qu'ils ont vécu précédemment des siècles avant, et que finalement les mecs sont peut-être à la ramasse, hein. Peut-être c'est juste une association de quartier, hein, finalement la Fédération à ce moment-là. On sait Par pas, contre, Lantares, ouais, parce que Lantares pour moi bon point de l'épisode et son capitaine encore plus, parce que t'as toujours justement cette impression dans Discovery qu'il reste plus qu'un vaisseau dans la Fédération et que c'est l'USS Discovery puisqu'ils font toutes les missions, même les plus risquées. Et là c'était cool d'avoir deux vaisseaux en fait ensemble qui travaillaient ensemble et tout. Je pense que je me demande si c'est pas une des premières fois depuis l'Enterprise dans la saison 2, je pense que de Disco ou quelque chose comme ça quoi. Alors je suis désolé, mais moi le nouveau capitaine, autant j'aime beaucoup l'acteur parce que c'est le Oben, autant en fait j'ai vu Shaw l'année dernière dans Picard et l'autre commandant qui va être futur allié semi-antagoniste de début qui pilote l'autre vaisseau en parallèle, en fait je l'ai vu dans Picard l'année dernière les gars. Et le trope est intéressant, mais la répétition de trope série après série, ça dilue la qualité, quoi. C'est vrai, j'avais pas vu le truc comme ça. C'est maintenant que tu le dis, c'est pas faux. Tu sens que ils sont pas passés à côté du succès qu'a eu le personnage qui avait été vachement bien accueilli dans Picard. Ouais. Ouais, mais n'oubliez pas que la saison 5 de Discovery, elle a été commencée à être produite avant ou en parallèle avec Picard. Donc, et ils avaient pas encore eu ils ont pas eu le retour du personnage de Shaw. Mais par contre, moi, le personnage du capitaine de Rainer, je trouve son intérêt il est ailleurs. Parce que comme c'est une tête brûlée, comme on l'a vu justement dans son introduction, et en plus c'est intéressant parce qu'on le voit pas, on l'entend juste, on voit Michael qui est dans l'espace en train de faire son rodéo spatial, et on voit Lantares qui est au-dessus d'elle et tout, et on ne voit pas le personnage, on ne fait que l'entendre. Donc je trouve déjà, moi, c'est une très bonne introduction de personnage. On comprend que c'est une tête brûlée comme l'était Michael Burnham, et comme je disais justement que Burnham, on a l'impression qu'elle est devenue un peu plus sage, un peu plus capitaine, quoi, et que là, du coup, elle est face à un gars qui est une tête brûlée, un peu comme elle était elle-même. Je trouve l'idée intéressante et surtout quand on voit comment ça tourne dans la fin de l'épisode 2, quoi. Me lance pas sur ce sujet parce que justement pour moi ils accusent le mec pour avoir été une tête brûlée. Ils demandent à Burnham son avis alors qu'elle a un historique, encore une fois. Mes petits copains, tu l'as, t'es plus dans la Fédération normalement. C'était pas le même siècle, mais ils savent. Et puis depuis les 2 saisons où elle est dans le futur, je suis désolé, elle en a fait des trucs. Et ok, elle est plus sage, et en plus, faut que ça revienne par elle le fait qu'il soit sauvé à la fin. Je veux dire, son meilleur pote de 30 ans, il a pas pu sauver sa carrière, mais elle va dire, allez, viens, sois mon numéro 1, et puis c'est bon, je réussis à te convaincre. En une scène, non mais arrêtez de faire tout tourner autour de Burnham, putain. Il y a 2 vaisseaux dans la Fédération et il reste 50 habitants sur Terre. Cette série ne fonctionne que si
tu acceptes ce fait, en fait, que la fédération est réduite à peau de chagrin et qu'il reste 200 habitants sur la planète. C'est comme cet épisode que j'adore dans TNG Remember Me, où au fur et à mesure, les gens disparaissent, il reste que 2 personnes sur la passerelle de l'Enterprise. Bah, c'est, en fait, Discovery, c'est Remember Me en vrai, quoi. Désolé, Guigui. Ça peut être intéressant. Moi, je suis désolé. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça montre justement l'évolution du personnage. Alors, je suis d'accord. Comme d'habitude, effectivement, tout passe par Michael Burnham, mais... ça reste le concept de la... J'ai fait mon deuil, moi, c'est bon, c'est plus un équipage qu'on a là dans Star Trek Discovery, c'est vraiment un personnage principal. Mais le tout fait doit de faire par tout elle. passer par elle, que toutes les intrigues ne puissent fonctionner que par elle, ça n'a pas de sens. Et ça ne peut rendre que le personnage qu'antipathique, en fait. Je suis d'accord, mais moi, je suis là pour... Là, je te le dis clairement, je suis là pour les scènes cool. Et tant qu'elles seront cool, bah, je serai content. Ouais, mais ça nous suffit plus, nous. On est des vieux, nous. On veut mais du c'est scénario, parce qu'en fait, moi, j'ai eu ma dose de Star Trek Prodigy saison 2. Je suis rassasié. Donc, j'ai eu du bon Star Trek cette année. Moi, c'est bon, j'ai bien mangé pour un an, là. Moi, je crois que le meilleur moment de Burnham dans les 2 épisodes, c'est le moment où elle dit à Book, je sais plus comment te parler, parce que c'est le seul truc qui sonne vrai dans le personnage dans les 2 épisodes. Et ça a du sens en plus vis-à-vis du passé, c'est pas totalement rebooté comme le disait Romain tout à l'heure, il y a vraiment, c'est les conséquences de la saison d'avant dans leur relation, et ça sonne vrai, et c'est le seul moment où le personnage, il résonne, tu vois, pour moi. Moi, j'ai eu l'impression que c'était Michel Paradise qui s'adressait à moi, en fait, tu vois, qui me disait « Romain, je ne sais plus comment te parler, je sais plus quoi écrire, du coup, je vais continuer d'écrire de la merde et c'est pas grave, il reste qu'un an. » Est-ce qu'on parle de la Red Directive ou pas, ou on en parle plus tard, du coup ? Bah, qu'est-ce que c'est ? Alors, moi, j'ai pas bien compris ce que c'était la Red Directive. Bah, c'est des missions ultra spéciales, du coup, qui sont... on peut pas on peut pas échapper. Pour moi, c'est la section 31 de la Fédération, quoi, mais du futur, mais... Où t'as le droit de buter des gens, si j'ai bien compris. C'était un peu... Ça venait de nulle part, puis c'était... Enfin, en plus, et puis ça sert à rien, ça sert à rien, c'est ça. C'est-à-dire que les mecs, c'est des militaires, de toute façon, si on leur dit levez-vous, partez immédiatement, ils se lèvent, ils partent immédiatement, tu vois. Enfin, Starfleet, ça reste quand même des militaires, et c'est déjà arrivé plein de fois dans Star Trek. C'est en gros, moi, ce que j'ai compris, en gros, la Red Directive, c'est une mission à laquelle il ne faut pas que tu échoues. Mais c'est le cas de toutes les missions de Starfleet de base. Ouais. C'est pour ça que ma théorie dans la zone spoiler tout à l'heure, qui est une théorie à la fois fumeuse, mais qui serait la seule intéressante. J'ai pensé à la même chose que toi. Ouais. Tu veux en parler tout de suite ? Bah, je veux bien, ouais. Je sais pas si vous l'avez vu, en plus. Un petit théorie crafting. Non, moi je l'ai pas vu. Non, moi je l'ai pas vu ta théorie. Allez, vas-y. Non, je me disais que peut-être, étant donné qu'en plus on a déjà eu une référence via Kovic à la Kelvin Timeline, peut-être que les Red Directives, c'est des missions où si jamais ils foirent, ils modifient le passé. Ça entraîne une modification de timeline parce que la chose qui foire ne doit pas arriver. Et en fait, je pense à ça parce que la gestion dans la Kelvin Timeline, le fait que ça crée une nouvelle timeline, c'est pas cohérent avec le reste du voyage dans le temps dans Star Trek. Et la seule chose qui change, c'est qu'ils ont un liquide rouge qui semble faire quelque chose qui fait que ça crée une nouvelle timeline. Et du coup, je me demandais s'il y avait pas une histoire dans ce cas-là, ils rebootent la timeline. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé. D'ailleurs, si tu te souviens, Manu, on avait déjà des théories un peu similaires avec l'Ange Rouge en saison 2, qui finalement ne se sont pas avérées. Mais le fait que la couleur rouge revienne, effectivement, on pense à cette fameuse mâture rouge qu'on avait déjà vue dans Alias, d'ailleurs, dans la saison 4 d'Alias. Donc, ouais, c'est une constante. Tout s'explique. On verra bien. Moi, je me rappelle des cheveux de Sidney Bristow qui étaient rouges, mais je me rappelle même pas de la substance rouge dans Alias. Mais ok, c'était pas rouge, c'était la sphère qui était rouge et dedans c'était le Ah mais oui. C'était un truc un peu de SF ésotérico SF chelou quoi. Ah donc vous pensez qu'en fait il va se passer quelque chose du fait que c'est une mission Red Directive, vous pensez pas juste que c'était pour dire ouais c'est une mission ultra importante C'est-à-dire il y a Rambaldi qui est à l'origine de tout ça, c'est ça? Bah en fait, je comprends pas l'intérêt d'avoir un nouveau type de mission alors qu'elles sont déjà tout le temps importantes à chaque fois. Oui, surtout qu'on nous explique pas à quoi elle sert. Enfin, on nous explique pas quelle est la différence par rapport aux autres en fait. On nous dit juste voilà, c'est la directive rouge. Ouais, mais on sait pas ce que c'est. Je sais pas si vous vous souvenez de ces du coup quand le personnage de Kovic est apparu, mais de ces gens qui se disaient peut-être c'est l'homme mystère des guerres temporelles, et moi je trouve pas ça déconnant toujours en fait. En plus, je me demande toujours si ils vont pas relier les guerres temporelles à la fin de la série. Ouais, moi j'ai juste compris que c'était une mission dans laquelle t'as aucune info en fait quoi, où tout est bloqué et c'est pour ça que Burnham n'avait pas le droit de demander. Enfin je sais pas, c'était un peu nul de toute façon. Bref. Il y avait d'autres choses dans l'épisode, comme par exemple toutes ces références que j'ai vues à Star Wars, les dômes de Naboo,
la planète désert. C'est vrai que les dômes de Naboo, les dômes de Naboo et les Sandspeeders, c'était assez flagrant pour le coup. Ouais. C'était assez Tatooine, percutant. Pendant que Tilly va fouiller donc les secrets de Kovitch pour trouver un peu justement quelle est la nature de l'objet de cette mission directive rouge, que Book aide à retrouver donc les deux truands Maul et Lack, on va se rendre donc sur la planète Tunisie pour retrouver ces deux truands qui cherchent à revendre l'asset à un androïde du nom de Fred. Et en fait, visiblement, ils cherchent plutôt à utiliser les compétences de l'androïde, donc qui est issu, qui est une sorte de data, ces compétences pour déchiffrer la Mystery Box, parce qu'en fait, la Mystery Box, c'est une boîte mystère, littéralement, qui doit être ouverte d'une certaine façon. Et dedans, il y a un carnet avec plein d'informations, justement. À chaque fois, donc, on va passer d'un indice à un autre. On est vraiment dans une dynamique à la Indiana Jones. Et moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais effectivement, donc, vous avez tous vu des références à... Sauf quand c'est débile à la Star Wars 9. Oui, voilà. Justement, vous avez vu tous des références à Star Wars. Moi, les motos, j'ai pas forcément fait le rapprochement avec Star Wars. Pour moi, c'était des motos de SF random, quoi. Mais je comprends. Je comprends qu'on ait pu se dire ça. Ben non, mais il y a le duo, en l'occurrence, de méchants qui fait vachement penser, je te dis, à Ahsoka. Mais la chasse au trésor débile fait vachement penser à Star Wars 9, comme l'a fait remarquer Romain tout à l'heure. Avec les trucs qui n'ont pas de sens dans l'enchaînement, quoi. C'est le Romulien qui a trouvé un certain secret, qui les a cachés, et on ne sait pas pourquoi il a fait ça, effectivement. C'est étrange. Ouais, puis il les a cachés sur plusieurs planètes. Pourquoi on il a caché des indices, il a fait un jeu de pistes. De planète en planète, ouais. Effectivement, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Mais ça, à la limite, on peut leur laisser le bénéfice de doute qu'on aura une explication dans le futur, mais autant dans l'épisode auquel je te laisse aller sur The Chase peut-être, mais autant dans The Chase ça faisait sens, autant là ça fait absolument aucun sens, quoi. Ouais, avant de parler de The Chase et du coup de l'objet vraiment de tout ce MacGuffin, il y a la fameuse traque de Maul et Lack sur la planète Tunisie qui se passe pas très bien. Et alors que il y a Book, le nouveau capitaine, et Burnham qui sont avec des super motos des sables là, à essayer de les poursuivre, eux ils vont provoquer une espèce d'éboulement qui risque de détruire un village aux alentours. Et autre scène cool, les deux vaisseaux, l'Antares et le Discovery, vont venir protéger en se mettant côte à côte avec leur champ de force. Ils vont protéger le village de l'éboulement massif. Et moi j'ai trouvé ça cool, même si j'ai pas compris pourquoi Burnham et compagnie ils continuaient d'être sur les motos et ils se faisaient pas téléporter dans les vaisseaux. Quel intérêt de poursuivre, d'être en danger avec l'éboulement derrière eux et de poursuivre leur route, quoi. Ça, mais ils disent pas qu'il y a trop de poussière ou quelque chose comme ça qu'ils peuvent pas avoir l'autre peut-être. Oui, t'as raison. Moi je me suis plutôt demandé comment ils faisaient pour passer à travers le bouclier, puisque si les boucliers sont activés, ils auraient pas dû les percuter et se faire ils sont peut-être passés avant que les vaisseaux arrivent, peut-être. Ouais. Ils ont peut-être les bonnes fréquences après. Ouais, ils ont les bonnes fréquences, les boucliers dans Star Trek. Donc, c'est vrai que j'ai pas bien fait attention à ça, t'as raison. Mais la scène est sympa pour le coup, c'est vrai que la scène elle est d'ampleur, elle est sympa. C'est vachement bien filmé, c'est ludique, j'aime bien c'est le moment où justement t'as le commandement de Burnham où elle dit non mais maintenant c'est eux la mission et c'est pas la poursuite, quoi. Et ça c'est le bon esprit de Starfleet, justement. Ça va un peu à l'encontre de leur fameuse Red Directive. Parce que la Red Directive, du coup, c'est faut que la mission elle soit exécutée, puis c'est tout, quoi qu'il en coûte. Mais c'est vachement plus dans l'esprit Starfleet, quand même. Mais du coup, le fait qu'elle s'en balade de la Directive rouge, c'est aussi cohérent avec ce qu'est Burnham, de s'en battre les couilles, en fait. Donc, finalement, ça marche, quoi. Peu importe comment tu prends le sujet, ça marche. Ah non, mais je vais pas critiquer son côté anti-système à Burnham, en l'occurrence. Hein. C'est des côtés que j'apprécie plus. Voilà, donc on arrive effectivement à cette fameuse finalité dans l'épisode où donc Tilly a découvert des trucs et elle les rapporte à Burnham qui, elle, va tilter. Elle va comprendre où se trouve une certaine planète en voyant un dessin. Ça, j'ai pas bien compris, j'avoue. Alors peut-être vous allez pouvoir m'éclairer. Et en fait, donc Kovitch va révéler le poteau rose à Burnham et qu'en fait, ils vont chercher les progéniteurs, le pouvoir des progéniteurs qui ont été cachés donc par ce fameux Romulien il y a 800 ans. Mais que sont les progéniteurs romains ? Alors, l'épisode fait donc référence à un épisode qui, sincèrement, j'avais un petit peu oublié. Hein. Je tiens à le dire, j'étais absolument incapable de le replacer dans Star Trek La Nouvelle Génération. J'aurais été incapable de dire dans quelle saison il se situait. Il s'avère que c'est le 20e épisode de la 6e saison de Star Trek. Alors, la 6e saison de Star Trek, saison importante, peut-être la meilleure saison de Star Trek The Next Generation, avec des épisodes comme Chain of Command, dont on vous a parlé 1 milliard de fois, dans lequel le capitaine Picard se fait kidnapper par les Cardassiens, avec des épisodes comme
Tapestry, dans lequel, très axé Picard d'ailleurs, cette saison, dans lequel le capitaine Picard revit ce qu'aurait pu être sa vie s'il avait pris moins de risques, etc. C'est que des épisodes qu'on vous avait cités dans nos épisodes préférés au tout début de ce podcast, dans les tout premiers numéros. Moi, un épisode que j'aime beaucoup qui s'appelle Rascals aussi, par exemple, où certains membres de l'équipage deviennent des enfants. Celui-là, c'est le 20e. T'aimes bien cet épisode ? Ouais, moi j'adore Rascals, mais okay. Il fait pas partie des épisodes cultes, mais moi je l'aime bien. Non, c'est clair. The Chase, c'est un petit peu différent, pour le coup, c'est le 20e, c'était pas le plus mémorable, et en effet, c'est le capitaine Picard qui reçoit la visite d'un de ses mentors. On comprend même que c'est quasiment son père spirituel en fait dans l'épisode, c'est vraiment dit. Picard dit je m'entendais mal avec mon père. D'ailleurs j'avais un petit peu oublié cet épisode parce que finalement ça a une certaine impact dans la saison 2 de Star Trek Picard quand il y repense. Il dit je m'entendais mal avec mon père et lui il était le père qui me comprenait et moi j'étais l'enfant qui le comprenait en fait, en citant cet archéologue. Et cet archéologue lui dit qu'il est sur la piste d'une dernière mission. Il demande à Picard de l'accompagner, quasiment il lui demande de démissionner de Starfleet. Picard refuse de démissionner, il veut garder de la passerelle et quelques heures plus tard, dans une scène qui pour le coup jump the shark beaucoup, le père spirituel de Picard se fait tuer et du coup Picard le prend très personnellement et décide de continuer lui-même la recherche de ce que cherchait son mentor. Ce faisant, il rencontre d'autres races. En fait, il se rend compte que les Klingons sont également sur la trace de cet artefact. Il se rend compte que les Cardassiens sont également sur la trace de cet artefact. Ils décident de travailler ensemble parce qu'en fait, en gros, c'est un énorme jeu de pistes où, pour arriver au but, il faut récolter des échantillons d'ADN qui sont sur plusieurs planètes dans l'alpha quadrant, en tout cas dans l'alpha et le bêta quadrant. Donc les Klingons avaient à peu près un tiers, les Cardassiens avaient à peu près un tiers et la Fédération avait à peu près un tiers. Et donc finalement, en travaillant tous ensemble et à la fin, on se rend compte que les Romulans aussi les suivaient de manière cachée, hein, la façon romulaine. Ils arrivent sur une planète et ils reçoivent le message des progénitors, qui sont en fait un peu nos dieux, hein, en quelque sorte, puisqu'on se rend compte qu'ils ont très certainement créé la plupart des races du cadran alpha et du cadran bêta, que ce soit les Klingons, les Cardassiens, les Romulans, les Vulcains ou les humains. On a tous un ancêtre, ou plutôt on vient tous d'une même graine, en quelque sorte, et cette graine a été semée par les progénitors. Donc oui, c'est un petit peu, on se rend compte que les progéniteurs sont un petit peu nos dieux, et leur dernier message, c'était pas une arme, ce qu'ils cachaient depuis le début, c'était pas une arme, c'était pas rien du tout, c'était juste un message pour dire vivez en paix, vous n'êtes qu'un, vous pensez être plusieurs, mais vous n'êtes qu'un, en fait. Nous venons tous de la même unité. Donc un épisode très trekien dans son message. Pas un grand épisode, hein, je pense pas qu'il y a beaucoup de fans de Next Gen qui le citent dans leur top 5, voire top 10, voire top 20, mais un épisode à la revoyure qui finalement fait un peu, on en parlait avec Manu, qui fait un peu de mal à Discovery parce que tu te rends compte à quel point tout était plus souple, tout était mieux écrit, tout était mieux joué, même dans les mauvais épisodes de Next Gen que ça allait dans Discovery. Et c'est vrai que finalement ça fait presque du mal de revoir l'épisode parce que tu te rends compte que l'intrigue en tout cas de ces deux premiers épisodes, mais t'as l'impression que ça va être le fil rouge de la saison, qui est donc cette chasse aux progénitors, ou en tout cas à l'outil des progénitors. Bah là en fait ça tient en un épisode et déjà l'épisode se tient parfaitement bien en fait, si tu veux. Donc finalement tu dis ils vont nous refaire ils citent The Chase, mais en le citant ils nous refont The Chase et ils vont nous le refaire sur 10 épisodes quoi. Donc voilà. Parce que là le côté Picard archéologue, il y avait déjà un côté un peu Indiana Jones dans la nouvelle génération, et là effectivement on est quasiment là-dedans, en partie pour un jeu de piste sur toute la saison et être complètement là-dedans, quoi. Déjà, The Chase est un pur épisode à la Indiana Jones, hein, mais c'était contenu en un épisode, donc c'est un petit peu différent. Mais en effet, puisqu'ils vont de planète en planète, ils trouvent les trucs, les machins, il y a des ennemis, clairement, il y avait déjà une référence claire à Indiana Jones. Ouais, en tout cas, c'est un épisode qui explique intradiégétiquement pourquoi tous les humanoïdes se ressemblent. Ils ont juste une petite arête différente sur le nez ou dans les oreilles, dans toute la galaxie. Alors peut-être qu'à l'époque, ils se sont sentis obligés de faire ça. Maintenant, je suis pas sûr. Une sorte de théorie d'unification. Mais en tout cas, ouais, voilà. Mais le truc, c'est que c'était quand même un truc gigantesque dans la saga, dans le récit. Mais finalement, il y a eu zéro répercussion jusqu'à cet épisode de Discovery. Alors, du coup, je pense que la saison va nous montrer pourquoi c'est resté sans qu'on n'en reparle jamais. Moi, je tiens à dire... alors, du coup, Girafe l'avait remarqué au trailer, mais j'avais pas regardé les trailers. Mais je me suis douté du rapport avec cet épisode en voyant l'épisode 1, parce qu'il y a une sorte de vibe qui tire vers ça dans la chasse au trésor et dans le côté...
implication des Romuliens. D'ailleurs, j'ai revu l'épisode tout à l'heure et j'aime beaucoup la dernière scène du capitaine Romulien qui vient dire à Picard peut-être qu'en effet on est plus proche, et il y avait une sorte de vrai message d'espoir dans le truc. C'est dommage que ça n'ait pas été exploité. Et je voulais juste préciser un truc, c'est que je crois que c'est Ronald D. Moore du coup qui supervisait ça à l'époque. Et il avait dit en interview que dans son esprit, c'était la même espèce que l'espèce qui avait, je sais plus comment il s'appelle, mais les préservés, non, je sais plus. En gros, dans la série originale, dans The Paradise Syndrome, on a Kirk qui se retrouve sur une planète avec une obélisque et une culture d'origine amérindienne. Et on se rend compte qu'il y a une espèce qui enlevait des peuples pour les protéger, enfin pour les préserver sur d'autres planètes. Et le jeu Star Trek Online a fini par confirmer que c'était la même espèce. Du coup, canoniquement, on repart sur un truc dont on a deux aspects déjà dans le lore de Star Trek, donc on peut partir dans les deux directions. On peut avoir des histoires d'espèces qui ont été préservées à travers le temps. Ouais, ça peut être intéressant, ouais. Mais bonne théorie. Moi, je dois dire, là, je me souvenais plus du tout de cet épisode. Franchement, et maintenant que Roma l'a raconté, oui, je m'en souviens bien sûr, et effectivement, c'est pas un de mes épisodes préférés, mais il avait le mérite de ne durer qu'un épisode, d'être mené tambour battant, et voilà, et en fait, il n'y avait pas d'effets spéciaux plus que ça. Moi, ce qui me dérange, c'est les séries qui mettent tout l'argent dans les money shots, dans les effets spéciaux, sans penser au scénario. C'est là où il faudrait mettre tout son argent, en fait. Mais bien sûr, je ne crée pas de contenu, je ne crée pas de série, donc qu'est-ce que j'en sais, hein? Moi, je regarde, c'est tout. Mais en parlant des races qui se ressemblent et qui, voilà, je vous ai mis dans le chat l'un des... Mais dès que je l'ai vu dans Discovery, j'ai tout de suite pensé à Babylon 5. Mais en fait, tu retires les taches, tu retires le côté jaune, mais l'arête nasale est exactement la même que le pain de Moll. Ouais, alors attends, parce que justement, effectivement, voilà. On sait que les maquilleurs, c'est toujours les mêmes sur Discovery. Et il y a quand même un air de ressemblance aussi avec Saru et aussi avec les Klingons dans la saison 1 de Discovery. Je pense que c'est simple. Moi, personnellement, je pense pas que ce soit un indice. Pour moi, c'est simplement que le maquilleur. C'est juste le maquillage, voilà. Non, alors je dis pas qu'il y a un crossover Babylon 5 Star Trek, hein, mais c'est juste le même visage, oui, le même maquillage. Un peu, ouais. Un crossover Babylon 5 Star Trek, c'est peu probable, mais par contre, je suis d'accord avec Marina, je pense que ça cache quelque chose, parce que ça va un petit peu plus loin que ça, le visage de Locke, pour le coup. Oui. Parce qu'en fait, quand il enlève son casque la première fois, on dirait presque un changeling, c'est-à-dire que son visage est tout lisse, puis il reprend petit à petit de la texture, et ils insistent quand même bien là-dessus. Donc je pense qu'il y a des choses qui seront révélées sur ce personnage. Ça sera certainement nul, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose derrière. C'est pas juste un alien qui a une tête chelou. Ça c'est sûr, parce qu'effectivement, quand il retire son masque, on dirait qu'il est fait en liquide. Avant de devenir juste un truc sur The Chase pour être tout à fait complet, parce que je pense que si on critiquait aujourd'hui l'épisode, on ne manquerait pas de le dire. Donc il faut être quand même complet, même si on dit que les séries étaient mieux écrites, que je dis en tout cas que les séries étaient mieux écrites avant. Il y a quand même un truc qui est un petit peu étonnant, c'est que tous les indices qui sont laissés par le progénitor se situent finalement dans un tout petit coin de la galaxie qui est le cadran alpha et le cadran bêta, hein, puisque ça concerne en gros le gros cercle qui inclut Romulins, Vulcains, Klingons et les humains. Donc ça n'implique pas de ce fait que les progéniteurs sont les pères ou les mères de toutes les races évoluées de l'univers. C'est important de le dire parce que sinon ils auraient caché des choses dans le Delta Quadrant à des années-lumière, là où si tu Voyager dans Star Trek Voyager. Donc ça laisserait plutôt penser que c'est le père c'est les dieux d'une partie de la galaxie qui est finalement assez limitée. Pourtant, j'ai vu le 3e épisode de Voyager hier, et en fait, c'est tous des... À un moment, ils sont sur une planète qui va être détruite, etc. Et ils voyagent un peu dans le temps, et donc ils rencontrent cette fameuse peuplade, et c'est 100% des humains. Ils ont juste des t-shirts un peu chelous. Hein. Donc peut-être que les progéniteurs, ils ont fait ça dans plusieurs coins de la galaxie. Ils ont fait des petits jeux de pistes différents pour chaque partie. Je crois que du coup, le message des progéniteurs dans l'épisode de Chase, ils disent qu'ils étaient la seule espèce humanoïde à leur époque et que dans leur esprit, aucune espèce n'allait survivre à travers le temps sur la longueur. Et que du coup, ils voulaient laisser un héritage en créant du coup d'autres espèces humanoïdes. Mais le fait que ce soit les premiers n'implique pas que c'est les seuls qui se soient développés dans la suite de toute façon. Ouais, c'est vrai. C'est juste qu'à l'époque, ils étaient juste tout seuls, quoi. En tout cas, il est bon de noter quand même que l'épisode The Chase a été réalisé par Jonathan Frakes et écrit par Joe Menosky. Avant de passer à l'épisode 2, je vous propose d'écouter le journal de bord de notre expert Roman Nigita. Captain, incoming message.
Journal de bord de l'officier Romain Nigita. Je suis actuellement en mission dans l'outre-espace, c'est pourquoi je vous enregistre cette petite capsule pour mon équipage préféré. Eh bien écoutez, je suis désolé, mais j'ai l'impression d'être tombé dans le vortex de l'ennui et de l'indifférence en voyant ces 2 premiers épisodes de la 5e saison de Discovery. Bon, bah là, une chose est maintenant claire, mais c'était déjà le cas depuis plusieurs saisons. Discovery, maintenant, je m'en fous. Ça n'a plus aucun intérêt. Et je dois vous dire que je m'en suis fait clairement la remarque pendant la grosse séquence dans le désert avec l'avalanche et nos personnages sur leur moto, un peu façon la fameuse scène de Buggy dans Nemesis. Pendant toute cette séquence qui durait quand même en longueur, qui s'est tirée, eh bien je me fais la réflexion que je m'en fous. Je n'avais strictement rien à faire de ce qui pouvait leur arriver, ça ne m'intéressait pas. C'était assez terrible. Même chose bien dans le 2e épisode avec Saru et Michael bloqués dans la grotte contre les drones. Ça prend des plombées, on s'en fiche. Voilà, j'ai vu ces 2 épisodes en m'ennuyant complètement, en me disant mais j'en ai rien à faire, vivement que ça se termine. C'est assez terrible. Je pense qu'honnêtement de toutes les séries Star Trek actuelles qui ont leurs qualités et leurs défauts, il y en a qui ont beaucoup de qualités, bah Discovery, là franchement, mais je pense qu'on répète ça dans ce podcast depuis maintenant plusieurs années. Mais vivement que ça s'arrête, ça n'a aucun intérêt. Alors certes, ils ont voulu faire, et c'est ce qu'ils avaient annoncé, et c'est ce qu'on constate dans ces 2 premiers épisodes de cette saison, une grosse saison un peu d'aventure et d'action, une chasse au trésor. Alors en effet, on n'a pas ce sentiment de répétition qu'on avait avec la saison 4 qui ressemblait beaucoup à la 3. Ça en effet, ils ont innové, mais on s'en fiche tellement que voilà quoi, le premier épisode commence quand même avec le gros cliché maintenant de toutes les séries qu'on a depuis 20 ans avec la scène fast-forward avec une scène d'action, et hop, ensuite on redémarre 4 heures plus tôt pour voir comment on en arrivait là. On n'en peut plus de ce truc téléphoné. J'ai noté quand même un dialogue quand ils sont tous au fameux cocktail où Michael dit à Culber c'est un nouveau monde, il est temps que vous trouviez un peu un objectif. Mais ça, cette réflexion sur le fait qu'ils sont dans le futur, qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer, mais on aurait dû l'avoir depuis la saison 3. C'est que arrivé en saison 5 qu'enfin ils prennent en compte ce nouveau monde. Bref, si j'ai l'air saoulé, c'est que je le suis, vraiment. Bon, il y a des petits trucs rigolos, de voir David Cronenberg sur la passerelle du Discovery, c'est assez rigolo. La mise en scène de la séquence avec Michael dans l'espace et la manière dont elle revient avec un mouvement de caméra sur la passerelle du Discovery, ça c'est impressionnant. En effet, on voit qu'il y a du pognon, il y a des grosses séquences d'action, mais tout ça est quand même au service d'un vide absolu. Les nouveaux personnages, si parlons-en, Rainer, le capitaine de l'Antares, je parle Kelmke Freini. Moi j'aime bien ce personnage, un peu le personnage grognon qui vient un peu mettre un coup de pied dans la fourmilière. Oui, peut-être seul point positif de ce début de saison. Le tandem de méchants Molelak, déjà non ridicule, Molelak quand même. L'une qui ressemble à la chair de Sia et l'autre on dirait Idris Elba dans Star Trek Beyond. Voilà, j'ai rien à en dire. L'espèce de faux data Fred, le trafiquant d'antiquité, encore une référence à Sung, on n'en peut plus. Et puis la révélation de la fin de ce premier épisode, le lien avec l'épisode de Nouvelle Génération, avec les progéniteurs. Peut-être la seule bonne idée de ce début de saison, mais voilà, j'en ai tellement rien à faire que j'ai même pas envie de savoir ce que ça va nous donner derrière. Le second épisode, ça confirme ce que je pense du premier de cette saison. Ça fait boum boum boum, ça tire dans tous les sens. On se fiche moi je me fiche complètement maintenant de ce qui arrive à tous ces personnages. Et puis voilà, le fait que le personnage Rainer va rester dans l'histoire et le fait que Michael lui propose le poste de numéro 1, on le voit quand même venir dès le début de la scène. Je suis quand même content parce qu'il va être là et qu'il est sympa. Mais franchement, je suis absolument pas pressé de voir l'épisode suivant. Oui, je suis désabusé, mais bon, voilà, j'attendais strictement rien de cette nouvelle saison de Disco, et j'ai quand même été déçu. Voilà, j'espère que la discussion entre vous sera un peu plus sympa et que je vous ai pas foutu le bourdon, et je repars à ma mission. Salut les amis. Merci, Michael. Ça a été un honneur, Saru. Tout ce que nous avons vécu ensemble. Ce n'est pas pour toujours. Quelques mois au pire. Et pendant mon absence, j'espère que mon remplaçant vous servira bien. Vous étiez remplaçable, mais... Quel que soit mon nouveau numéro 1, il fera sûrement l'affaire. Un dernier conseil avant de vous en aller. Je dois vous avouer que je me sens tout puissant en ce moment. Je veux simplement vous encourager à continuer à avancer comme vous l'avez fait. On ne peut pas prédire ce qui va arriver. Mais j'ai très souvent constaté que lorsque je m'abandonnais au voyage, que je lâchais prise, pourrait-on dire, il y avait toujours
une grande leçon à en tirer. Où que cela m'ait finalement mené. Vous voulez dire un dernier truc sur le premier épisode avant de passer au deuxième? Ouais, il y a un truc qu'on a occulté, je sais pas si vous avez fait exprès. Celui que j'ai nommé After, en référence à Before. La nouvelle référence à Sung. Ah oui, non mais alors c'est simple, hein. Les auteurs de Star Trek, s'ils font pas une référence à Sung, au moins tous les 3 épisodes ils explosent. Hein. Ouais, je pense, hein. C'est chaud. Hein. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi nous mettre un synthétique après avoir rendu Data si spécial, de remettre un synthétique qui ressemble à Data et qui Moi, je trouve un intérêt, c'est qu'on comprend bien que voilà, c'est devenu un vrai peuple et qui a perduré et qui a prospéré, quoi. Moi, ça me choque pas entre mesures. En plus, nous mettre derrière ça fait longtemps que j'ai pas vu de synthétique. Genre, en plus, ils ont redisparu et ils sont re-spéciaux. Enfin, la flemme. C'est pas forcément ce que ça veut dire. Hein. Moi, je m'attends pas très nombreux, mais avoir Brent Spinner à tout moment. Ça m'énerve. Hein. Ah non, non, pitié, non. Hein. Ça me met sur les nerfs. J'ai bien aimé ses doigts. J'ai bien aimé le gros plan quand il est en train d'ouvrir la bouche. Les ongles et tout. Les ongles et tout, c'était super bien fait. J'aime bien ce genre de petits détails, tu vois. J'aime pas les gros effets spéciaux. Au cas où ça aurait pas été clair depuis le début de ce podcast. Mais les petits détails comme ça, c'est... Moi, j'ai bien aimé ce personnage. Et en plus, la Bounty Hunter, là où je sais pas ce qu'elle est, elle me fait penser à Pris dans Blade Runner, en fait. Donc j'étais content que Pris de Blade Runner rencontre Data de Star Trek, en fait. C'est un espèce de fantasme de nerd. Ouais, peut-être ça a été fait exprès, hein. C'est vrai que le look est assez similaire. Il est un peu Jean-Michel Exposition aussi, ce personnage. Et il y a un truc qui m'a perturbé dans les 2 épisodes. J'ai l'impression que les noms de Moll et Lax sont dits 50 fois dans les 2 épisodes, en fait. Et je me demande s'ils essayent de nous utiliser un truc. Et c'est pour ça que dans mes autres théories fumeuses, il y en a une qui est un peu plus drôle que tout à l'heure. Moi, je vois du voyage dans le temps partout. Pour moi, ça va finir avec un retour dans le passé à un moment. Ah non, pitié, non. Sachez-le, cette saison. Et du coup, je me demande s'ils vont pas faire un truc genre Lax Moll et Lax, ça donnera une contraction qui ressemble à un nom Klingon, et la ressemblance avec les Klingons de la saison et serait pas, tu vois, genre ils vont revenir dans le passé et donner les Klingons de l'époque, quoi. Je serais vénère. S'ils font ça, je serais vénère. Mais par contre, t'as dit un autre truc sur lequel je te rejoins, c'est qu'il est possible de... Enfin, on n'est pas à l'abri de voir un Picard à la fin parce que The Chase, tout ça. Et c'est vrai que comme ils nous avaient teasé un gros caméo pour le final, je me suis dit, bah ouais, tiens, ça, à tous les coups, ils vont nous faire revenir un Picard, quoi. Non, mais Fred donne une explication de Mollac, mais j'ai rien compris. Il y a une scène, je sais pas si vous avez tilté, où il fait Moll, il y a un L à la fin et L au début. Non, et mais machin, en fait, et trucs, il parle de l'harmonie entre leurs noms et de ce que ça signifie pour eux. Mais du coup... les 2 noms sont vraiment dits 50 fois, enfin pas 50 fois, mais au moins 20 fois dans les 2 épisodes. Ouais, c'est vrai. Et en plus, pour moi, ça ressemble à Moloch, qui est un dieu, du coup, dans l'histoire, dans l'idée de revenir sur une espèce qui, dans le passé, peut être pris pour des dieux. S'il y a du retour dans le passé, je vais trop loin, c'est sûr. Mais en même temps, ils insistent tellement, je sais pas. Et j'ai bien aimé cette scène. C'est peut-être le seul dialogue que j'ai bien aimé, c'est quand ils parlent de l'harmonie et la sonorité de leur nom. J'ai trouvé la scène très intéressante. Ouais, tout n'est donc pas à jeter. Moi j'ai bien aimé Fred aussi, j'avoue que c'est pas ce que j'ai détesté le plus dans l'épisode. À part la référence inutile à... Parce que, tu vois, ça aussi, en fait, l'android, tu vois, ça aussi, ils nous prennent pour des cons, en fait. L'android, il est blanc, blanc neige, il a les yeux jaunes et il a les cheveux plaqués sur la tête. Est-ce que t'as besoin d'aller dire t'as vu son numéro de série AS, Sung, machin. Est-ce que tu peux pas faire confiance en fait aux fans? Alors, moi je pense qu'il y avait une autre utilité à ce clin d'œil, c'est Stamets, son arc à lui, ça a l'air d'être oh là là, je vais rien laisser comme postérité, je suis nul, etc. Et c'était fait pour mettre ça en avant, pour dire ah oui, à ce mec-là, on en parle encore 1000 ans après, c'est incroyable. Ah, j'aimerais bien être comme lui. Moi, je pense que ça sert l'arc de Stamets en fait. Je suis désolé, mais l'héritage de Sung, c'est plutôt pas ouf, hein, en vrai. Hein. Oui, puis ils sont 50 maintenant, donc... Ah ouais, mais ils ont tous fait de la merde. C'est ça, c'est les Windsor, les... Ok, bon, on va passer au 2e épisode quand même, parce qu'il se fait tard. Ouais, puis rapidement, parce qu'il est nul. Oui, non, il est moins intéressant, il y a moins de choses à dire. Il est pas nul. Donc cet épisode 2, Sous les lunes jumelles, écrit par Alan McElroy et réalisé par Doug Arniakowski. Donc lors de la dernière mission de Saru en tant que numéro 1 du Captain Burnham, le duo s'aventure sur une planète nécropole avec apparemment
un système de protection de ces sépultures, mais qui est super piégé, quoi. Donc une planète abandonnée avec personne. C'est là où il y aurait donc un super indice laissé par notre fameux Romulien. Alors on sait que Saru va se marier, et du coup c'est pour ça que c'est possiblement son dernier épisode, au moins jusqu'au final, parce qu'on imagine bien qu'il va revenir pour le tout dernier épisode. C'est pas plus mal, parce que je trouve que finalement Saru c'était une promesse déçue. C'est un personnage dont les scénaristes n'ont jamais vraiment su quoi faire, et que finalement le duo avec Michael Burnham il a jamais vraiment fonctionné, quoi. Donc, mais en tant qu'individu, je trouve que intéressant quand même. Il y a beaucoup de bons arcs, je trouve. Oui, mais à la base, il était censé être un peu le pendant de Michael. Il devait former un duo, ça devait être une sorte de. Mais ça, c'est parce qu'elle laisse la place à personne aussi, c'est compliqué. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est dommage parce que je pense que le personnage aurait pu être sublimé dans ce duo facilement, qui n'est jamais arrivé. Donc voilà, donc bref, moi c'est vraiment un épisode encore une fois très Indiana Jones parce qu'ils sont dans une espèce de jungle avec des ruines et tout, des pièges. Mais moi j'ai trouvé ça cool, les espèces de drones cachés dans les yeux d'une grande statue géante. Voilà, c'est des petites idées sympas. L'épisode il est un peu haletant du coup, moi un peu long quand même parce qu'il y a des trucs qui sont un peu répétitifs. Mais ouais, dans l'ensemble, moi j'ai plutôt bien aimé. En gros, c'est la première scène de Raiders of the Lost Ark étirée sur 47 minutes. Bon, ouais, pourquoi pas. Donc, ils trouvent les squelettes par terre, elle lève, elle voit le... C'est exactement, c'est le début de Raiders pour le coup. Ok, why not. En effet, on l'a dit en parlant de l'épisode 1, moi je comprends pas pourquoi autant, tu vois, dans The Chase, c'était très clair pourquoi c'était un jeu de piste, puisque l'idée c'était de les faire travailler ensemble. Autant pour l'instant, pour ce capitaine Romulin, c'est absolument pas clair pourquoi il laisse un jeu de piste derrière, à qui ça s'adresse, pourquoi. Enfin, peut-être qu'on va le savoir, c'est un peu tôt pour le dire, mais là, dans l'état actuel des choses, ça ne fait absolument aucun sens. Il y a un autre truc, moi, ce genre de Deus Ex Machina qui m'énerve à fond. Saru et Burnham, ils manquent de crever vraiment, et là, ils manquent vraiment de crever en plus, et vraiment, ils vont, c'est dur pour eux les trucs. Finalement, une fois qu'ils sont arrivés là-bas, ils se rendent compte que en fait, Moloch, Molac, je sais pas quoi, Molélac, ils étaient déjà arrivés avant eux. Donc tu sais pas, ils ont dû passer par derrière. Du coup, tu vois, enfin, tu comprends pas pourquoi eux, ils ont pas eu les attaques de droïdes et pourquoi pour eux ça a été plus facile que pour tout un vaisseau de génie de Starfleet. On sait pas si ça a été plus facile pour eux ou pas. On a juste pas vu ce qui leur est arrivé. Ouais, mais enfin. Et en plus de ça, là c'est chaud, quoi. Et en plus de ça, ils ont pas chopé la bonne information puisque visiblement la vraie information était cachée ailleurs. Et du coup, ça m'a fait penser que ils ont voulu faire Raiders of the Lost Ark, et pour moi, ils ont plutôt fait le Crystal Skull, là, le pire des Indiana Jones. Ça m'a vraiment fait penser à ça parce que dans Crystal Skull, en fait, Indy passe c'est ce que j'avais détesté dans cet épisode. Indy passe son temps à refaire ce qu'en fait, on se rend compte avait déjà été fait par le vieux. Je sais pas si vous vous souvenez. On va pas reparler de Crystal Skull parce que c'est un film horrible. Et là, c'est pareil en fait, c'est-à-dire que Burnham et tout sont dans des dangers extraordinaires et tout. Mais Molac, en fait, était déjà passé. Donc, en fait, tout l'épisode ne servit à peu près à rien. Alors, en effet, on se rend compte qu'ils étaient partis sur une fausse piste, mais finalement, ça aussi, c'est mis sous le tapis assez rapidement. Ouais, et en plus, ça se trouve, on sait pas si ça se trouve, Mol et Lac, ils ont fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être trouvé la bonne information, ils ont remis le truc à sa place. Et voilà. Donc, c'est ça. Tu sais, comme les jeux de piste qu'on faisait quand on était ado. Exactement, ouais. C'est quand on faisait les courses d'orientation à l'école. C'est comme pareil. Dans la dernière croisade, quand Indiana Jones fait passe par tous les pièges à la fin, quand il est pénitent et qu'il doit se baisser, puis ensuite il jette le sable, enfin il fait toutes les épreuves, et puis le méchant, les nazis passent tranquillement derrière. Oui, mais il passe derrière. Pour moi, c'est très différent, justement. Il passe derrière. Mais oui, c'est pas la même chose. Tandis que si, quand il était arrivé, après toutes les épreuves, on t'avait dit que, en fait, le nazi du début du film, il était déjà là avec le vieux depuis le début du film, tu ferais, ah ouais, ok, Indy, well done, quoi. Enfin, t'es vraiment un loser, en fait, quoi. C'est percevable. Et ça, ils le font dans Crystal Skull, pour le coup, où ils se rendent compte qu'en fait, le vieux était déjà allé au même endroit que lui. Et ça, pour moi, c'est vraiment fainéant aussi au possible, quoi. À la limite, pour le coup, j'aurais 1000 fois préféré que Molac arrive à ce moment-là, tu vois, et leur vole le truc. Enfin, tu vois, j'aurais plutôt fait un truc comme ça, quoi. Oui, comme Bullock dans Raiders, quand il arrive après, quand il arrive et qu'il dit merci, Dr. Jones. Exactement. D'ailleurs, il y a une théorie, je crois, dans Raiders of the Lost Ark, où si tu te rends compte que si Indy n'avait pas été là, pour plein de raisons différentes, les nazis n'auraient jamais trouvé le truc et il se serait rien passé. Et ben, à la limite, j'aurais trouvé ça plus intéressant qu'à force d'être obsédé par cet objet, il se fasse niquer et que ça soit ça qui fasse avancer Molac. Le Molélac, je sais pas quoi. Le fait que ce soit passé avant, je trouve ça complètement con, en fait. Moi, il n'y a pas que ça que je trouve con. Hein.
Ouais, quoi d'autre par exemple? Cet épisode il m'a énervé, hein. Franchement. Il y a 2 trucs en plus qui sont presque le même élément narratif. Mais il y a comment il s'appelle le nouveau capitaine du coup là, qui se Rainer. Rainer. Il y a la scène où Tilly est obligé qu'il y ait Rainer qui vienne lui dire non mais il faut penser comme les gens de l'époque pour que Tilly elle y pense alors que ça fait 4 saisons qu'on te montre que c'est un personnage intelligent qui aurait pensé à ça, en fait. Comme tout membre de Starfleet, en fait. Réfléchir dans la position de la personne qui a mis le truc, c'est littéralement, je pense, Starfleet 101, en fait. Hein. Adira et Tilly, c'est censé être les 2 personnes les plus intelligentes du vaisseau, hein, les 2 ensemble. Ouais, ça c'est chaud. Et du coup, ça c'est juste un processus narratif pour faire accepter le personnage via les autres, parce qu'il a été intelligent dans ce moment-là. Mais en fait, il n'y avait pas besoin de ça. On sait qu'il est intelligent, Exactement. mais on sait qu'elles sont intelligentes aussi. Ça servait à rien. Ils font que rabaisser ces personnages-là. Je suis tout à fait d'accord. Côté Burnham et Saru, on nous expose la même chose. Faut penser comme les mecs de l'époque, comme les Romuliens de l'époque. Et du coup, on nous expose comment fonctionnent les Romuliens de l'époque, même pas à partir de ce que nous on sait, mais du coup à partir de ce que les personnages savent, pour résoudre à partir de ce que les personnages savent. Il y a même pas le côté ludique de c'est logique par rapport à l'univers, c'est juste, on te dit à ce moment-là, c'est comme ça, du coup c'est ça. Et c'est nul en fait. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de nous montrer des trucs qu'on a déjà vus dans Star Trek qui sont acquis en fait, et que le personnage savent réfléchir. Parce que pour Michael Burnham et Saru, il y a une petite différence, c'est qu'eux ils viennent du 23e siècle. Et ils connaissaient pas les Romuliens du tout, donc du coup c'est vraiment, ils doivent apprendre, se dire vraiment ah oui, alors qu'est-ce qu'ils nous ont dit sur les Romuliens déjà, ah oui ils sont comme ça en fait. Bah si, ils les connaissaient, puisqu'ils savent tout de suite reconnaître un poème romulien, et qu'un poème romulien a 5 vers, et qu'il n'y a que 4 vers qui sont écrits sur le truc. Donc, exactement. Donc ça marche, ta théorie, elle ne marche pas complètement. Hein. En plus, on est vraiment dans le remake de l'épisode Judge Chase, parce que dans l'épisode Judge Chase, il y a vraiment aussi un moment où les gens n'ont pas la bonne information, du coup ils vont pas aller vers la bonne planète, et là ils nous refont la même chose. Ils n'ont pas toutes les informations, donc ils vont pas aller vers la bonne planète. Mais heureusement, Michael Burnham, elle connaît toutes les planètes par cœur. D'ailleurs, t'as raison, c'est un plateau là, en fait, Guigui. Burnham et Saru ne devraient rien savoir quasiment des Romuliens, et certainement pas comment sont composés leurs poèmes, en fait. Bah, pas à ce point-là. C'est un vrai problème par rapport au... Ouais. C'est sûr, parce qu'eux, ils sont là depuis quoi? Ils sont dans le futur depuis, 2-3 ans. Ils ont eu le temps d'apprendre tout ça sur les Romuliens, qu'ils connaissaient pas du tout avant, parce qu'à leur époque, les Romuliens, on sait pas qui c'est. Donc, oui. Bref. C'est un peu farfetch quand même. Hein. Mais enfin, moi déjà, depuis le début, vous savez que j'ai un gros problème avec le fait que les mecs aient réussi à s'adapter aussi vite à... Moi, j'adorais penser que si j'avançais de 200 ans dans le temps, j'arriverais tout de suite à devenir ingénieur. Dans les faits, il y a assez peu de chances que ça arrive. Hein. Déjà que, bon, aujourd'hui, je m'en sors moyen. Donc voilà, j'ai toujours trouvé ça un peu étrange. Mais c'est vrai que tu mets le doigt sur un truc auquel j'avais pas pensé. Ouais, en tout cas, on sait que le prochain épisode, on ira sur la planète Trill, puisque c'est là-bas où visiblement l'indice du Romulien va nous mener. Oh, un autre truc qui m'a fait péter un plomb. Mais ils sont cons, hein, c'est pas possible. À la fin, quand Burnham elle amène le truc là, et qu'avec Stamets, il fait ah mais c'est pour, ou, je sais plus si c'est Stamets, je crois que c'est lui. Ah, je pouvais pas trouver le pattern parce qu'il était pas complet. Mais en fait, c'est quoi un pattern, frère? C'est, je veux dire, tu fais une recherche image Google, faut que t'aies exactement la même pour la trouver. C'est quoi l'intérêt de la chercher du coup? Je ne sais pas. Tu cherches rien en fait si t'as déjà le truc complet. Quelle est l'idée scénaristique de j'avais pas le truc complet donc j'ai pas vu le pattern? Ouais, mais je sais pas, c'est débile. Et puis leur espèce de moment de ils voient le truc sur l'écran, ils l'impriment en 3D, ils voient le truc, oh ça se sabote. Bah ouais, mais je l'avais vu avant que tu l'imprimes en fait, ça se voit, je sais pas. Vision 3D quoi, enfin. Enfin, Manu, il faut vraiment qu'il t'engage en fait à Starfleet. Mais non, mais c'est faut qu'ils l'engagent à Paramount, en fait. Surtout. Faut juste qu'ils engagent des scénaristes qui se relisent les uns les autres. Ils ont juste, enfin, je pense juste qu'il n'y a plus de writing room en fait maintenant. C'est les gens, ils travaillent dans leur coin. Des fois, il y a du chat GPT et puis voilà quoi. Voilà, Guigui, t'es content de nous avoir invités ce soir. Et du coup, Guigui, du coup, ça m'a fait penser à Game of Thrones. Ah bah, j'imagine. Tout te fait penser à Game of Thrones de toute façon. Mais je pense surtout à Manu parce que là, ces derniers temps, je le force à regarder des trucs qu'il n'aime pas trop. C'est le pauvre, c'est terrible. Donc après les Lone Gunmen, après les dernières saisons de X-Files, maintenant Star Trek Discovery. Ouais, mais j'aurais regardé dans tous les cas. Lone Gunmen, non, je t'avoue. Mais au moins j'ai rigolé de haine. Mais, Ok, bon en tout cas c'est le moment, la bonne transition pour passer à la partie promo ou reco. Donc Manu, est-ce que tu nous proposes une recommandation de quelque chose que tu aurais vu récemment? Voilà, j'ai vu plein de trucs récemment. Ah bah, mais c'est pas jeune. J'ai maté Midnight Mass récemment parce que je regarde pas trop d'horreur et on m'a convaincu de mater Midnight Mass de Mike Flanagan sur Netflix. Alors, est-ce que c'est Mara qui t'a convaincu de ça? Non. Il y a Jay qui avait insisté, il y a Lucien qui avait insisté, et du coup je me suis fait allez, vas-y j'y vais.
C'est 7 épisodes. Et du coup, je l'ai maté à Pâques et ça se passe à Pâques. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un peu un chef-d'œuvre, je trouve, dans la réalisation, dans la narration, dans le jeu d'acteur et les thématiques. Je me le garde pour Halloween. Ok. Bah, figure-toi que à Pâques, ça a plus de sens. Ah zut, bon, tant pis. Et toi, Romain ? Ouais, alors moi je voulais parler d'une série qu'on a vue avec Marina qui s'appelle Constellation, en fait, qui est une série Apple TV, coproduction française d'ailleurs, hein, c'est bon à noter, avec Noomi Rapace et Jonathan Banks. Donc Noomi Rapace, vous la connaissez sûrement. Jonathan Banks, c'est le mec de Breaking Bad et de Better Call Saul qui a cette tête absolument improbable et que moi j'adore, voilà. Et la raison pour laquelle je voulais absolument en parler pendant ce podcast, c'est parce que le pitch de la série est quasiment un remake de l'épisode Parallels de Star Trek The Next Generation avec Worf. Ça commence, je veux pas trop spoiler, mais enfin bon, c'est vraiment le pitch. Ça commence par un accident sur c'est des astronautes qui sont sur la station spatiale internationale et qui sont obligés de rentrer en urgence. Mais très rapidement, en rentrant, le personnage de Noomi Rapace commence à réaliser qu'il y a des petits trucs qui ont changé dans sa vie. Alors au début c'est des détails, puis plus ça va, ça change. C'est vraiment, enfin, c'est impossible que les mecs qui ont écrit ça n'aient pas vu Parallels. Sauf que c'est quand même assez bien écrit, les dialogues sont très bons. C'est moins américain, c'est un peu plus européen dans le style, dans le rythme, dans la façon d'être filmé, dans les décors. Finalement, je suis un peu écœuré de l'entertainment américain depuis quelques temps et je recherche un peu ce genre d'expérience, soit plus en allant vers l'Orient, soit plus en retournant vers l'Europe finalement. Et ça m'a fait du bien de voir ça. C'est pas parfait, c'est loin d'être parfait. J'ai trouvé en particulier que la fin, il y avait beaucoup de raccourcis et de trucs un peu faciles, mais ouais, ça fait mal quand tu compares à l'écriture d'un Star Trek Disco pour le coup, parce que c'est vraiment très bien écrit et très bien joué. Donc ouais, si vous pouvez voir ça, encore une bonne série Apple, hein, décidément. Je suis pas un fanboy de la marque Apple, loin s'en faut, mais il faut admettre qu'il y a quand même beaucoup de bonnes séries sur cette plateforme. Il y a une série sur Canal+ qui devrait te plaire, qui date d'il y a 2-3 ans, où c'est pareil, t'avais un astronaute qui était retrouvé mort, alors qu'en fait c'est pas possible parce qu'il est sur la station spatiale internationale. Et très très bon. Bah là t'as quasiment la même chose à l'inverse pour le coup. Non, donc mais c'est très intéressant. Quand j'ai vu le pitch de Constellation, je me suis dit, oh mais on dirait vraiment la série de Canal+. Ils ont l'air de s'en être vachement inspirés, quoi. Donc je te conseille cette série qui se passe en partie dans l'ex-URSS. Donc c'est assez intéressant avec des jeux de pouvoir politiques qui rappellent un peu ceux de For All Mankind. Donc c'est très sympa, quoi. Ouais, justement, tu vois, quand je parlais du côté européen de la série, en tout cas plus international que For All Mankind, par exemple, moi il y a un reproche que j'adore For All Mankind, hein, même je défends même la dernière saison que peu de gens défendent, mais tu vois, typiquement c'est une série qui a du mal à ne pas être américano-centrée en fait. Et autant il te parle un peu des Russes parce que les Russes c'est toujours les méchants, autant par exemple l'ESA a quasiment complètement disparu dans For All Mankind, ça se demandait si ça existe encore. Là je trouve que par exemple dans Constellation, le côté international est beaucoup plus présent et beaucoup mieux réussi que dans For All Mankind. Alors la série dont je parle s'appelait Infinity, il y a 6 épisodes, donc elle date de 2022. Elle est sur quelle chaîne, Guigui ? Sur Canal+. Ah, j'ai pas Canal+. J'ai beaucoup de plateformes, mais j'ai pas Canal+. Et toi, Marina, qu'est-ce que tu nous proposes ? Et du coup, alors moi, Romain m'a coupé l'herbe sous le pied parce que je voulais recommander Constellation, mais moi que j'ai adoré. Alors c'est quand même assez compliqué, il faut avoir des notions de physique quantique quand même. Et il y a le chat de Schrödinger qui se cache par là, et en plus, voilà, il y a une écriture qui quand même, je trouve, assez fine par rapport à la masse de SF qui nous tombe dessus et où on se dit, voilà, on va faire un truc de SF et puis ça va passer. Là, c'est une série ambitieuse. Noomi Rapace, que j'ai pas aimé dans tout ce qu'elle a fait. Par exemple, je l'ai revue dans Alien la semaine dernière. J'ai cru que j'allais m'arracher le peu de cheveux qui me reste, voilà. Mais là, elle est extraordinaire. Sa fille, qu'ils ont appelée Alice, j'ai trouvé ça magique. Jonathan Banks est fantastique. Toujours. Et il y a des références, mais je vous assure, on a des frissons parfois. Il y a une autre série que j'ai adorée. Alors, je sais plus du tout si j'en ai parlé, c'est Monarch, Legacy of Monsters avec oui, on en Kurt a déjà Russell. parlé, Marina. Bon, alors, j'en remets une couche, mais Kurt Russell et son fils sont juste extraordinaires. Ouais, ça marche bien, ouais. Ça marche bien. Sinon, j'ai commencé... Meilleure partie du Monsterverse. Ouais, voilà. Mais franchement, c'est génial. Sinon, il y a une série Netflix que j'ai bien aimée, qui n'est pas de la SF, qui s'appelle Double Piège, et que j'ai beaucoup aimé. J'étais vraiment accro.
J'en ai parlé à tout le monde. Et franchement, s'il y a une plateforme que je recommande en ce moment, c'est Apple TV. Parce que question SF, soit ils se plantent, ils se plantent, mais rarement. C'est-à-dire que Silo, j'ai pas spécialement aimé, mais il y avait de l'idée derrière. Et j'ai bien aimé le bouquin. Fondation, bof, mais Constellation, je trouve que c'est d'une ambition incroyable. Et franchement, là, s'il y a une saison 2, Romain est la seule personne dans ce podcast qui l'a vu. Mais à la fin, je me suis dit, est-ce que c'est juste une fin ou est-ce qu'il y aura une saison 2 ? Moi, j'attends que Céline termine de travailler pour qu'on puisse la regarder ensemble, parce qu'on s'est dit, celle-là, on se la garde, on se la mettra ensemble. J'ai hâte. En tout cas, moi, ce que je recommande, c'est Star Trek Prodigy saison 2 sur Oko. Donc en France, on a une exclusivité mondiale, donc il faut en profiter. Si la version française, ça vous va, franchement, vous allez passer un bon moment. Moi, j'ai déjà, comme je l'ai dit, vu la série déjà au moins plus de 2 fois. C'est vraiment un banger, quoi. Un truc que je vous conseille vraiment pas, c'est le prochain Ghostbusters qui va sortir. Donc je l'ai vu en avant-première parce que je devais faire un podcast. Et il est tellement mauvais que finalement, j'ai plus envie de faire le podcast, donc on va pas le faire. Du coup, je vais pas aller voir aussi, moi ça m'arrange. Ah merde, ça je suis tristou par contre parce que j'étais content de revoir la bande. J'ai adoré Afterlife, le film précédent, que même s'il avait des défauts, je l'ai trouvé très bien, j'avais vraiment aimé et j'espérais que le film soit du même niveau et en fait quasiment tous les écueils que Ghostbusters, enfin SOS Fantôme l'héritage avait réussi à éviter, là ils y sont mis à pieds joints quoi. On se fait chier, c'est des caméos nostalgiques pourris qui servent à rien, il y a trop de personnages, ça n'a aucun sens. Donc très très décevant. Et sinon, je vous recommande la petite promotion, c'est du podcast sur les Lone Gunmen qu'on a fait avec Manu, Mara et Mehdi. Mehdi qu'on retrouvera la semaine prochaine d'ailleurs dans le cadre en pop. Pour nous regardez pas la série, mais écoutez le podcast. Voilà, regardez pas la série Lone Gunmen, écoutez le podcast plutôt parce que finalement, il est assez drôle finalement à écouter. Moi, ça me fait rire quand t'as dit on va enregistrer qu'1 heure parce que je savais que non, on allait enregistrer beaucoup plus. Mais j'avais une autre reco, Guigui, si jamais. Ouais, en fait, j'ai une autre série qui aura que 2 saisons, je crois, parce qu'elle vient d'être annulée. C'est une série britannique, c'est une série de SF. Et en fait, j'y ai pensé quand j'ai parlé de la théorie de la Red Directive tout à l'heure. C'est The Lazarus Project qui est sur OCS, je crois, en France. Je l'ai téléchargé comme un sale, je suis désolé. Mais c'est une série sur le voyage dans le temps. On m'en a parlé après que j'ai participé à une émission sur le voyage dans le temps et où j'avais parlé d'un élément particulier du voyage dans le temps qu'on voit jamais. En fait, l'idée de The Lazarus Project, c'est que la Terre, on sait pas forcément pourquoi, en tout cas pour l'instant, la Terre, il y a une sorte de point de sauvegarde tous les ans à la même date, le 1er juillet à 9h du matin, je crois. Et il y a une organisation internationale qui a moyen de manipuler ce checkpoint, et s'il se passe quelque chose type fin du monde, très grave, il reboot l'année. Ah, génial. Sauf que du coup, il y a vraiment les implications du voyage dans le temps réel, c'est-à-dire que si quelqu'un a conçu un enfant ou eu un enfant dans l'année qui s'est écoulée et que ça revient en arrière, cet enfant il n'existe plus et s'il refait un enfant, ça sera plus le même. Et en fait, la série part très vite de ce côté-là en fait, et toutes les problématiques sont générées de drames personnels que des gens veulent annuler, alors que techniquement, il y a vraiment que si la fin du monde qui se passe qui revienne en arrière. Et du tu coup, me l'as vendu parce que c'est un truc auquel je pense souvent. Si jamais je devais voyager dans le temps, qu'est-ce qui se passerait? Donc ouais, tu me l'as vendu. Moi du aussi. coup, tu changes tout. Tu me l'as bien vendu. Et j'avais vu cet élément-là dans un film, une comédie romantique qui s'appelle About Time. En français, c'est, je sais plus comment ça s'appelle en français. Et dans lequel il y a le personnage a la capacité de revenir dans le temps et du coup, son enfant disparaît et il a un autre enfant derrière. Et c'est quelque chose qui est vraiment jamais exploré parce que, c'est la même idée que quand t'as un frère et une sœur, c'est pas les mêmes personnes que toi, quoi. Donc forcément, si la conception n'a pas lieu au même moment dans les mêmes conditions exactes, c'est plus les mêmes personnes. Et voilà. Et du coup, une série très intéressante vis-à-vis de ça et de tous les drames personnels que ça peut engendrer. Eh ben super, sur ces bonnes paroles, on va s'arrêter là. Et donc, on va remercier tout le monde de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez. Vraiment, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de commentaires, donc ça serait bien d'en avoir. Et que vous pouvez nous retrouver sur notre Discord, notre Blue Sky, notre page Facebook et surtout sur notre site podcast.lecadranpop.fr. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et plein de prospérité. Salut tout le monde. Salut. Bye bye.
Bonus. Trax. Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes. Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des légendes. Avec une équipe d'experts différente à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane La Fay, Elric de Melnibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des légendes, une émission disponible sur le flux Dommage Collatéral, un podcast du label Bonus.